Vas-y, je te laisse te présenter, nous parler un peu de ton parcours et puis. Ouais, moi c'est Nils du coup, j'ai 28 ans, donc un tout petit peu plus âgé que les mecs du RC en tout cas quand j'avais fait. Je suis coach sportif depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est ma nouvelle reconversion. J'ai eu pas mal de chemin, j'ai fait pas mal de chemin avant d'arriver jusque là. Et voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. On commence parcours un peu scolaire, histoire de comprendre comment ça se fait que tu te retrouves dans un bar à Londres. Certes. Ensuite, comprendre le petit lien. Surtout qu'il n'y a pas vraiment, on se dit, il n'y a pas de lien avec le coaching sportif, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, au début, j'ai pas de diplôme. J'ai pas fait de grandes études, j'ai pas fait d'apprentissage ou autre. En tout cas, j'ai tenté de faire des apprentissages, je suis pas allé au bout. C'était pas pour moi, en fait. Ouais. Tu penses que t'étais plus con que la moyenne? Non, je pense que j'avais de la peine avec en fait, je savais pas quoi faire de ma vie. Ouais. Et on m'a un peu expliqué qu'il fallait soit faire des études, soit faire un apprentissage. Ok. Et qu'il fallait décider quand j'avais 10-12 ans à l'école. Ouais. En mode, on te met la pression, il faut savoir tout de suite ce que tu veux faire de ta vie, sinon ça va pas le faire, en fait. C'est tes parents et tout qui mettaient plutôt la pression. Ouais, mais même à l'école, hein, le discours, il était vraiment, il faut absolument que tu saches maintenant ce que tu vas faire pour le reste de ta vie. D'accord. Parce que sinon tu vas être un cassos, quoi. Ouais. Et j'étais en mode, je veux pas être un cassos, en fait. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, bon, les études, pas pour moi. Déjà, l'école, j'avais un peu de peine avec ce cadre scolaire. C'était quoi qui te dérangeait? Comme je dis, c'est le côté très que sur une seule voie, en fait. C'est la manière de l'école. On t'apprend pas l'esprit critique, on t'apprend en fait à fonctionner que d'une seule manière. Ouais, il y a juste, il y a faux, en fait. C'est un peu ça le truc, frérot. Les kiwis m'en tombent. Ça fait me tomber les kiwis, mec. C'est genre kiwi, ça veut dire touch en espagnol. Ah ouais, genre, tu dis el kiwi, genre une meuf elle te parle de son kiwi, c'est ça, touch. Bref. Allez, je fais bouger les kiwis de Elio, quoi. Exact, mec. Oh, wow. Bref, du coup, dans les grandes lignes, on m'explique que il faut que je rentre dans les rangs, il faut que je sache ce que je veux faire de ma vie maintenant, et j'en ai un peu aucune idée. Je sais que je veux pas faire de hautes études parce que, justement, l'école, je voulais un peu sortir de ça. Mm-hmm. Aller un peu plus dans l'aspect pratique, vivre la vie. Et du coup, je me suis dit, l'apprentissage, c'est un peu plus vite lancé dans le monde professionnel. Et du coup, voilà. Traduction pour les Français qui nous écoutent, l'apprentissage, c'est l'équivalent d'un CAP, mais en plus stylé. En fait, en Suisse, on a toute la version apprentissage qui est très... Tu sais, j'ai vu des reportages, souvent même des reportages de chaînes françaises qui expliquent que c'est peut-être la clé, la raison du succès de la Suisse, c'est le système d'apprentissage qui est extrêmement bien poussé. Ouais, il est hyper valorisé et comme tu dis, très poussé. Donc, c'est vrai qu'en France, c'est un peu, ça colle un peu une mauvaise réputation qui colle à la peau de l'apprentissage parce qu'on se dit, c'est un peu les cassos qui savent pas quoi faire de leur vie. Ouais. Ce qui est dommage parce qu'il y a quand même des belles vocations, des belles professions à ce niveau-là. Et en Suisse, du coup, l'apprentissage est beaucoup plus valorisé, beaucoup plus poussé. Et derrière, ça peut même t'ouvrir les portes de hautes études, en fait. Hein. Une fois que tu as le CFC, tu peux intégrer des... Tu as toujours des espèces de passerelles que tu peux faire, des combinaisons avec d'autres trucs. Ouais, exactement. Je crois que tu peux faire aussi une maturité intégrée, du coup directement intégrer après une haute école, voire même une université, si je dis pas de conneries. Ok. Voilà. Et c'est du coup le premier apprentissage que tu as fait, le plus stylé? Médiamaticien. Mathématicien. En fait, mais moi, je sais pas trop ce que c'est, même encore maintenant. D'ailleurs, j'ai fait que 6 mois, mais c'était un truc un peu conceptuel à l'époque. Je crois que ça existe plus maintenant, en tout cas sous ce nom-là. Mais ils ont fait un espèce de truc hybride entre graphiste, dans le marketing, tu fais un peu informaticien, enfin un truc un peu cool sur les ordi. C'était vraiment à l'époque où ils sentaient qu'il y avait le monde qui se digitalisait. Ouais, et ils se sont dit, l'avènement des réseaux sociaux, ce genre de choses, et il faut qu'on fasse un truc... Un truc là-dedans. Ouais, c'est ça. Et ils avaient encore un peu de l'ancien langage, tu sais, quand on allait à la médiathèque.
Oui. Tu te souviens? C'est un peu dans le même style, un peu genre, oui, alors c'est un média. Il fallait quand même que ça sonne sérieux. Mais un par peu rapport- informaticien, Exact. médiamaticien, donc un informaticien des médias. C'était un peu ça en ouais, vrai. de Hein. ouf. Putain, en fait, je viens de capter le Ouais. sens 10 ans plus tard, quoi. Excellent. Et du coup, tu fais combien de temps médiaticien? 6 mois. 6 mois. Comment c'est Mec, déjà, tu comprends pas ce que tu fais. Mais attends, c'est Ah, mais médiamaticien. médiamaticien, ouais. Médiamaticien, ok. 6 donc, mois. Ouais, 6 mois. En plus, c'était loin de chez moi. Moi, je suis un petit gars de la campagne à la base, vraiment. Il y a même pas 100 habitants dans le bled d'où je viens. Et je suis parachuté à Genève tout seul. J'ai 15 ans. Donc voilà, je savais pas trop comment déjà me gérer. Je pense que j'avais pas la maturité pour. C'était un peu dur, je pense, d'arriver dans une grande ville comme ça pour moi, tout seul, un peu livré à moi-même. Et puis de nouveau, là, t'es dans la vraie vie, il faut vraiment se responsabiliser, pas comme à l'école justement, où à l'école, on dit ce qu'il faut faire de A à Z, etc. Et surtout, en fait, ça me saoule d'être devant un ordi toute la journée, parce que du coup, c'est quasiment que devant un ordinateur. Ok. Et donc, voilà, tout ça fait que je me sens pas hyper bien, et donc j'arrête assez vite, 6 mois après. Et je rentre au Bercail, et puis là, je fais un apprentissage. Je visais quelque chose de plus pratique, je fais un stage, je fais électricien. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est déjà un peu plus cool, ça bouge. Alors, t'es sur les chantiers, c'est un peu plus dur, mais non, ça va. Franchement, ça a l'air de me correspondre un peu plus, on va dire. Mais de nouveau, je le fais parce que on m'a dit, il faut que tu fasses un apprentissage et pas autre chose, etc. Et si vous avez suivi, j'ai dit que j'avais pas de diplôme, donc je suis pas allé au bout de cet apprentissage non plus. Après 2 ans et demi, donc j'étais en 3e année, sur 4 ans, là en l'occurrence, sur 4 ans d'apprentissage, j'arrête. Et je commençais à avoir cette influence de l'entrepreneur qui peut réussir autrement qu'en ayant des diplômes, parce qu'on m'a toujours soutenu, il faut des diplômes, sinon tu fais rien de ta vie. Et du coup, j'ai un peu remis en question ces choix par défaut pour au final commencer à me diriger vers l'entrepreneuriat. Après, il y a eu un petit conflit, enfin pas un conflit, ouais. Il s'est passé un truc à mon apprentissage d'électricien. Il y a eu un petit accident en fait, et du coup ça m'a remis un peu. Bon, pour t'expliquer rapidement. Ah ouais, j'avais demandé, mec. Évidemment, j'avais demandé. Tu sais, tu vois, t'as les nacelles élévatrices là. Ouais. Les électriciens, non, j'ai pas directement joué avec, mais tu vois, les électriciens, ils sont dessus. Tu montes sur quand tu dois faire des tirages de câbles sur des grands hangars, donc tu dois monter tout en haut de la nacelle et tu montes à plusieurs mètres, tu vois. Et j'étais tout en haut de ma nacelle, en train de boutiquer des trucs, et puis je devais avancer pour justement attacher du câble. Et en fait, j'étais dans une halle de train, enfin où ils faisaient de la mécanique sur les trains. Okay. Et en gros, il y avait une espèce de grande fosse, tu sais, où ils vont dessous pour travailler sous les trains, exactement. Ouais. Et donc, là, il y avait un grand trou. Et moi, j'étais juste à côté et je devais tourner un petit peu autour de ce truc. Elle était tombée dans ton truc. Et il y a une roue qui est vraiment allée dans le truc. Et dis-toi que j'étais genre à 5 mètres de haut. Ouais, en plus du trou. Ouais. Et du coup, ça a fait un truc dans le trou, une roue dans le trou. Et là, ça a commencé à tout doucement basculer comme ça. Moi, j'étais en haut. Je me suis dit, oh putain. Et j'ai commencé à tomber du coup de 5 mètres avec la nacelle. Et direction du trou. Ouais. Le trou était pas, c'était une petite fosse. Ok, bah oui, t'as pas besoin d'un énorme trou. Mais... C'est ça me rajoutait peut-être 2 mètres de. Ok. Ouais, 2 mètres, je crois. Ok, non, j'imaginais vraiment un truc de 40 mètres en fait. Non. Non, en fait, je suis quand même tombé de la haie. Genre, tu m'as dit un trou, tu sais, genre, j'imaginais vraiment le truc dans Mortal Kombat, tu sais, le truc. J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Non. C'est un jeu de combat dans. Non, mais je vois ce que c'est Mortal Kombat. Mais et en fait, si tu veux, je suis pas si jeune. Quand tu perds dans Mortal Kombat. Ouais. Bah en fait, t'as une espèce de cinématique où le personnage qui meurt, en fait, il tombe dans un espèce de puits, tu sais, un peu le puits dans le film 300. Ah ouais, putain, je pense à ça, ouais. Dans le puits. Bah, en fait, c'est un énorme trou comme ça, non, alors... tombe, et au fond du trou, il y a des pics, et ensuite, t'as le personnage qui se fait empaler. Bah du coup, ouais, je me suis fait empaler sur des pics. Non, je suis pas passé loin. Non, en vrai, elle est tombée quand même je pense de 5-6 mètres. J'ai éclaté la nacelle, moi j'étais dessus. En plus, normalement, t'es censé être attaché avec un mousqueton, genre un truc comme ça. Ouais. J'avais rien de tout ça. Donc l'assurance, ils auraient pas pris en charge en fait. Non, après, je t'explique. Mais en gros, je suis tombé. C'est marrant parce que j'ai commencé, ça a basculé tout doucement et après ça a commencé à prendre la vitesse. Ça a explosé. Et genre, je me suis juste agrippé au truc et je me suis dit qu'une chose, c'est putain, je suis tellement dans la merde. T'attends de dire ça, hein, c'est ah ouais, genre.
Et en plus, j'avais ma boîte à outils qui était ouverte à côté, donc t'as tous les outils qu'on volait. Genre, j'ai eu tellement de chance parce que, enfin, tu vois, il y avait marteau, tournevis et tout. J'aurais pu aussi défoncer un gars en dessous, tu vois. Bien sûr. Au final, la nacelle est morte, par contre, explosée. Une nacelle là, je sais plus, je crois qu'il m'avait dit 15 000, 20 000 balles, un truc. Ouais. Enfin, bref. Et ce qui est très drôle, parce que du coup, il faut être attaché. Surtout qu'en plus, quand t'es apprenti, t'es pas trop censé faire ça tout seul, mais comme t'es en 3e année d'apprentissage, on te laisse faire plus de trucs. Et du coup, mon responsable, il a vu ça, il a couru, il a pris un de ces trucs, justement, mousqueton et tout. Il te l'a mis dessus. Il a couru, il a fait, mets ça vite, avant que tout le monde vienne. Parce qu'en plus, c'était dans un hangar CFF, du coup, les chemins de fer suisses. Ouais, bien sûr. Ah oui, pardon. Et du coup, mec, t'es trop intelligent, mec. Tu penses à. Intelligent. Tu penses à c'est les SNCF suisses, en fait. C'est SNCF qui fonctionne. Qui arrive à l'heure, j'allais dire. Et qui font pas les grèves. Ouais. Bon, après, ça reste les chemins de fer, tu vois. C'est un peu relou. J'ai mais... jamais vu une grève de CFF de toute ma vie. T'as déjà vu une grève des trains en Suisse? Mais en Suisse, déjà, t'as déjà vu y a pas de grève en Suisse. Ah, les gens vont travailler, mec. Ouais. Bref, on n'est pas là pour parler de la France, parce que sinon... Bref. Non, mais je profite. Je vous aime les Français, mais là, c'est... Ouais, non, mais c'est excellent que ce soit nos voisins, parce que du coup, ils nous donnent les exemples à ne pas suivre. Exactement, en fait, c'est ça. Nous, on observe beaucoup la politique française, tout ce qui se passe en France. Et en fait, on apprend par opposition, mec. On sait, ok, il faut pas faire ça. C'est comme... Mais chaque jour, j'entends des dingueries sur la France. Hein. C'est ouf. Ah ouais. Mais ouais, moi aussi. Quand je regarde un peu sur les réseaux sociaux, je trouve ça ouf ce qui se passe là-bas. Bref. Les politiques, en fait, j'ai l'impression que chaque jour, on se fout un peu plus de la gueule des Français. Ils se disent, mais jusqu'où on va aller, tu vois, jusqu'où ils vont laisser passer. Ouais. Et mais mec, il faut réagir, en fait. Les Français, là, il faut... C'est vrai, mec. Bref. Tout ça pour dire que les CFF, en Suisse, ça fonctionne. Tout ça pour dire que ça fonctionne et que du coup, c'est hyper sécurisé quand tu travailles dans les hangars CFF. Tu dois faire des rapports de sécurité sur les moindres trucs. Et donc là, vraiment, ils nous auraient vraiment fait chier si j'avais pas eu les sécurités pour. Donc mon responsable qui m'apporte vite fait le truc, dit mets ça vite avant qu'il remarque et tout. J'infile le truc. Finalement, c'est passé. Mais derrière, mon patron, par contre, pas content du tout de ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait que ça rend un peu le truc compliqué. Genre, en fait, on sent que mon patron, il veut un peu me virer à cause de ça, mais il sait qu'il peut pas me virer pour une erreur. En plus, tu vois, je suis pas responsable, je suis apprenti. J'étais pas forcément censé être tout seul sur la nacelle, machin. Mais du coup, ça fait que je suis dans une relation un peu conflictuelle avec mon patron et que du coup, il est vraiment sur mon dos. En même temps, je me remets en question sur, en fait, je suis en train de faire un truc par défaut, pas un truc que j'ai envie de vraiment faire. Ouais. Et du coup, à la fin, il commence à me dire, écoute, je sais pas est-ce qu'on continue vraiment. En gros, il m'explique qu'il veut me virer. Il essaie de le faire. Là, pour finir l'apprentissage, t'aurais dû, s'il t'avait viré, genre trouver une autre place quelque part. C'est ça, ouais. C'est ça, ou alors rentrer parce que c'était un peu touchy le motif du fait qu'il me vire, enfin les motifs de licenciement. Et du coup, j'aurais pu rentrer encore dans des procédures avec lui. D'accord. Ouais. Mais bon, est-ce que t'as vraiment... J'aurais pu l'obliger à faire continuer mon apprentissage chez lui, mais après, est-ce que t'as vraiment envie de faire un apprentissage chez quelqu'un qui veut pas de toi? Ouais. Enfin, bref, en tous les cas, ça arrivait vraiment à un moment où j'étais dans un virage un peu où je commence à me remettre en question. Genre, je veux plus vraiment faire ce truc. Je veux me lancer un peu plus dans l'entrepreneuriat. En tout cas, ça me faisait un peu plus rêver. Et voilà. Après, ça se passe... au début, je commence avant même de me faire virer, je commençais à me poser des questions. Ok, si je fais de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je fais? Quel modèle? Quel produit est-ce que je vends? Je me suis beaucoup inspiré justement d'un ami que j'avais rencontré 1 ou 2 ans avant, qui était dans l'entrepreneuriat et qui avait lancé son entreprise qui fonctionnait bien dans l'importation de denrées alimentaires et donc de sauces piquantes. Ok. Très niche, mais ouais, ça fonctionnait bien, tu vois. Et donc, je le contacte. En mode, écoute, je veux me lancer un peu dans un truc d'entrepreneur et j'ai envie d'en parler avec toi, vu que tu as de l'expérience. Ce que tu fais m'inspire beaucoup. Voilà, juste qu'on partage un peu là-dedans, par rapport à ça. Et puis, et à la suite de ça, de fil en aiguille, en fait, je me retrouve à travailler avec lui. En fait, ils étaient 2. Et du coup, j'ai rejoint un peu l'équipe sur le tard. Enfin, l'équipe, du coup, on était 3. Et voilà, je me retrouve à vendre des sauces piquantes qu'on importait un peu de partout. Voilà. Donc vous vendiez ça à des particuliers suisses? Donc on avait un site qui s'appelle hotesauce.ch. D'ailleurs, il existe toujours, même si fonctionne plus trop, ça a été un peu lâché
En gros, il n'y a plus qu'un seul gars qui travaille. C'était à combien de temps ça? Ouais, tu fais bien de demander. Du coup, j'avais 18 ans, donc c'était il y a 10 ans. Ouais. Ok, voilà. d'accord. Et puis après, je suis en... J'ai du Tabasco là, mec. Je sais pas pourquoi. Je me parle pas de Tabasco. On était en guerre. On était en guerre contre Tabasco parce que c'est le produit que tu trouves partout. Bah ouais. Nous, on voulait proposer des produits de niche. Ok. Et aussi plus intéressant, plus... En fait, le Tabasco, c'est du... On peut en parler, hein. Moi, j'étais dans le Tabasco, mais bah vas-y. Le Tabasco, c'est en plus très vinaigré, c'est vraiment du vinaigre et du piment, si je vulgarise très vite. Et puis, c'est marrant parce que le piment du Tabasco, c'est un piment qui, en fait, ça a marché Tabasco parce que à une époque où il y a eu plein de maladies dans les plantes de piment, et du coup, le Tabasco survivait mieux, du coup, ils l'ont gardé pour faire la sauce piquante, mais c'est de loin pas le meilleur et le plus intéressant en termes de saveur. Ok. Et ils ont profité de cette brèche, de ce piment qui était assez peu utilisé pour finalement le démocratiser à fond. Je pense aussi il a un niveau sur l'échelle de Scoville. Ouais, je pense qu'il a un niveau, c'est l'échelle de piquant. C'est un niveau qui permet de mesurer le piquant. En fait, unité de piquant par rapport à l'unité que tu dois diluer dans l'eau. Enfin, en gros, 1000 Scoville, ça voudrait dire il faut mélanger 1000 fois une unité dans l'eau pour que tu ressentes plus du tout le piquant. Ah, ok, intéressant. Donc c'est relativement subjectif. D'accord. C'est un peu estimatif, mais voilà, ça donne une idée. Ah, je savais pas, mec, intéressant. Je savais pas du tout comment. Donc tu vois un truc de 1 million de Scoville, en gros, ça défonce ta gueule. Il faut une baignoire d'eau pour plus sentir le piquant. Voilà, ok, c'est ça. Intéressant. En fait, je pense que le Tabasco, il a une force aussi, c'est que pour un occidental, un mec qui a pas l'habitude de manger épicé, eh ben, c'est le niveau d'épicé qui reste supportable et qui ça relève bien le plat. Et en fait, c'est pas en mode t'as certains piments, c'est genre. Je suis d'accord, mais par exemple le piment jalapeno, qui est assez connu d'ailleurs. Ah c'est vrai, c'est plus ou moins le même niveau. Même niveau, beaucoup plus fruité, beaucoup plus intéressant en termes de goût. Et en plus, t'es pas obligé de le. Tu vois, le piment tabasco, ils le font. Ils le maturent à fond, tu vois. Genre, ils l'attendent qu'il soit super, mûr pour l'utiliser. Versus le jalapeno, en fait, il est intéressant à un peu toutes les étapes. C'est-à-dire que vert jusqu'à rouge, il aura des saveurs un peu différentes et à chaque fois un peu plus fruité, plus sur le côté un peu, comment dire, végétal quand il est vert, tu vois, quand il est moins comme mûr. Un poivron un peu plus. Bah c'est ça, c'est un peu un poivron avec un peu plus de goût, quoi. Voilà. Et en plus après t'as le chipotle qui est du piment jalapeno fumé et séché, donc en plus t'as ce côté fumé. Bref, donc on a commencé par la sauce piquante, après ça s'est développé sur de la sauce barbecue, et puis d'ailleurs on avait même commencé aussi de la sauce soja pour concurrencer en fait une marque comme Kikkoman, finalement que tu retrouves un peu que ça, et t'as des sauces soja artisanales qui sont un peu plus stylées. Moi ça me parlait moins, mais je me suis rendu compte quand même que t'avais plus à offrir que juste de la Kikkoman, tu vois. Bref, du coup c'était un peu la manière dont on brainstormait le truc, et puis moi j'étais en mode ok, moi j'aimerais bien mettre un pied dans le cocktail, si je peux dire ça comme ça. Et du coup on a commencé à importer des bitters pour cocktail, donc c'est finalement comme l'Angostura que tu connais pas, tu m'as dit avant, mais en gros c'est la marque la plus connue, c'est le Tabasco du bitter en fait. Mais du coup le bitter c'est une base d'alcool, donc une sorte de liqueur hyper amère. D'accord. Tu vas en fait faire infuser avec plein d'herbes et d'épices, et du coup ça va donner un truc très fort. Tu peux pas le boire comme ça, mais tu vas en mettre quelques gouttes dans la confection de ton cocktail. Par exemple, très connu dans le Old Fashion, le cocktail de Old Fashion. Ok, d'accord. Le Bourbon Old Fashion, tu connais pas le... Non, pas du tout, mec. Non. Mais je sais faire des cocktails, tu vois. J'ai travaillé dans un bar aussi, mec. Et tu connais pas le Old Fashion? Non, tu m'as jamais dit ça. Je travaillais dans un bar et un bar à rhum, mec. Un bar à rhum. Un bar à rhum, et je faisais aussi en Italie ou un bar à rhum l'alcool? Ah non, mec, rhum, RHUM, mec. Oui, non. Mais du coup, non, Old Fashion, ça me dirait, mais j'avais genre 18 jusqu'à 19 ans, je pense 18 à 20 ans. Bah, c'est pendant 1 an et demi, 2 ans là-bas. Tu faisais des mojitos, quoi. Ouais, je faisais aussi des mojito, des daiquiris. J'ai déjà fait des Long Island Iced Tea avec littéralement avec du thé froid, mec. Oh wow, non, vraiment? Mec, la première fois qu'on m'a demandé un Long Island Iced Tea, j'ai vraiment foutu de l'Iced Tea et le mec a trop kiffé. Et j'avais dit, ouais, ça a un goût différent et tout, mais c'est vraiment super bon et tout. Et en fait, le suivant que j'ai fait, bah, ma collègue qui était à côté, elle me voit le préparer. Ouais.
Et puis elle me dit, mais c'était le Qu'est-ce même que tu soir. fais ça en fait. avec qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, la pétanque. Toi, on dit Long Island Iced Tea, en fait, t'étais en Mais freestyle. je vois pas pourquoi ça s'appelle Long Island Iced Tea, c'est avec du coca, mec. Enfin, dans ma tête, c'était. Bah, Surtout qu'on m'a vraiment lancé en mode freestyle dans le bar. Ouais. On m'a dit, Ah ouais, bah ouais. on m'a expliqué une dose d'alcool, c'est ça. Donc quand tu regardes, c'est par exemple, t'as 2 alcools, genre vodka plus, je sais pas, rhum. Ouais, il Bah, faut tu que ça mets, fasse tu divises toujours par 2, ouais, c'est ça. ça passe 4. Et puis du coup, bah, j'apprenais comme ça, tu vois. Et en fait, Ouais. je sais pas, j'ai vu Long Island Iced Tea et je pense que. Tu sais, au bout d'un moment, tu fatigues et je buvais aussi. Quand j'étais derrière le bar, Ah, j'étais un peu bourré voilà. aussi, un peu tout le temps. Donc ça partait en freestyle, mec. Ok, ouais, effectivement. Mais, bref. Mais le Long Island Iced Tea, du coup, ça s'appelle comme ça parce que, bon, c'est vu comme un peu le cocktail d'alcoolique parce que t'as 5 alcools différents dedans avec du coca. Et en gros, quand tu mélanges tout ça, ça a un goût, quand il est assez bien fait, qui fait penser à de l'ice tea, en fait, à du thé froid. Je Voilà. pense que le mec, il a vraiment bien senti le Là, thé du froid. coup, il Il a s'est dit, fait, ah, c'est un goût de thé froid, c'est il est trop bien. bien fait, mec. Putain, t'es un génie du Long Island. Mais tu sais que le Long Island, c'est une île qui est Ouais. genre vers Miami. Mais il vient de là-bas, ce cocktail, d'ailleurs. Ah ouais. Mais elle est ouais. très stylée, cette île. Hein. Parce Mais que moi, du je coup, connais me pas suis- plus que ça, l'île. Après, moi non plus, je connais- je je ce cocktail-là. J'ai juste vu c'est sur inspiré Google de là. Bah, j'ai juste cherché sur Google Maps, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment une île qui est longue, en fait. Tu vois, c'est Ouais. vraiment le Long Island. Ah, bah c'est- On dirait une espèce de. Juste un spaghetti, tu sais, dans la mer. Genre une Ouais. île vraiment qui Ouais. part comme ça. Bref. C'est Long Island. On a commencé à vendre les bitters et après, moi, je commence à démarcher des bars, principalement, avoir un peu plus un pied là-dedans. Au début, un orteil, puis après un deuxième, etc. Et on a même sponsorisé un concours de bar, enfin de cocktails. Justement, ils devaient utiliser notre produit, évidemment, dans le truc. Et puis, à force d'être dans ce milieu de plus en plus, je me suis dit, OK, moi, je veux aussi me lancer dans le bar. En fait, je veux travailler derrière un bar, mais pas juste faire des mojitos dans Comme un Elio, bar. en fait. C'est ça, Ouais, comme Elio, ou mettre du thé froid dans le Long Island Iced Tea, juste parce qu'il y a le mot Iced Tea dedans. Et du coup, voilà, je me dis, je veux bosser dans les meilleurs bars. En Suisse, il n'y a pas vraiment de... La culture du bar, on est, comme je disais avant, on est un pays de paysans. Ouais. Enfin, avec une mentalité très paysanne encore. Et donc, on boit... On est un peu en retard. Ça, c'est le point un peu dommage de la Suisse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de méga innovations avec des. Ouais, on est très des restaurants conservateur. très concept, exact. Ouais. Ouais. Mais parce que dans la politique, de manière générale, on est très conservateur. Ouais. Ouais. C'est ce qui permet aussi de peut-être moins foutre le bordel, mais du coup, voilà, c'est un peu les retombées. Si on revient sur de la politique, bref. Et donc clairement, en Suisse, on boit de la bière, du vin, cocktail. Ouais. Ça, c'est déjà vachement démocratisé par rapport à il y a quelques années, quand je voulais me lancer dans le bar. Parce qu'avant, limite, tu faisais un spritz, c'était waouh, quoi. C'était un truc de fou. Ok. Quoi. Alors que maintenant, tu retrouves un peu plus des spritz, évidemment, mais tu vois, des Negroni, peut-être, ou des Old Fashion, ça parle un petit peu plus aux gens. Du coup, voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais partir. Je veux travailler pour un des meilleurs établissements du monde. À l'époque, la ville référence, c'était Londres. Maintenant, un peu moins avec le Brexit et tout ça. Et donc, je suis parti à Londres, un peu, comme je te disais avant, avec ma bite et mon fusil. Genre, pas spécialement d'expérience dans le bar. Et je me dis, j'y vais au culot, en mode, j'ai pas d'expérience, mais je veux taffer. Juste donnez-moi du taf et je serai votre pute, quoi. Le temps qu'il faudra pour devenir vraiment bon. Et assez rapidement, j'ai eu une chance de travailler pour un des top bars, justement, qui s'appelle toujours le Bar Termini, qui était classé 9e meilleur bar du monde au moment où je commence, et l'année d'après, on a été élu 6e meilleur bar du monde. Et donc, voilà. C'est quand t'es arrivé, en grosse fait, pression, oui. Et il manquait juste moi, quoi, finalement. Surtout qu'en plus, pour la petite anecdote, quand je suis parti, il est sorti du top 50, du classement, et il est plus jamais revenu. Donc je pense que c'est pas un hasard. Non, en réalité, il s'est fait cancel parce que le owner, enfin le big Genre, il patron... trouve pas sa bite dans les cocktails. Des trucs comme ça. Pas tout à fait. Je crois, il y avait pas que les cocktails qui secouaient, apparemment. Sa femme, il la secouait un peu trop fort, apparemment. Okay, mec. Non, puis après, il est parti dans des embrouilles avec la marque Martini. Bref, il s'est fait un peu cancel du bar, mais le bar existe toujours et il est toujours très réputé. C'est juste que vous le retrouvez plus dans les top 50, D'accord. Okay. dans les classements meilleurs mondiaux. Bref, et donc je commence là-bas et mais là. Pourquoi ils t'ont sélectionné toi? Parce que si t'avais pas d'expérience, enfin t'avais un peu l'expérience avec le truc du Valais, mais. En réalité, non, alors ça compte même pas, hein, l'expérience en Valais, mais. En réalité, comme je dis, j'étais déterminé. Je pense que j'ai réussi à le faire sentir quand j'ai réussi à décrocher un entretien.
Comment t'as décroché l'entretien? Genre, t'as appelé, t'as envoyé un email, t'as fait... En gros, j'avais deux méthodes, c'est-à-dire... Enfin, méthode. Déjà, j'allais dans tous les bars qui m'intéressaient. J'allais voir ce qu'ils faisaient. J'allais étudier la carte, je goûtais certains cocktails. C'était vraiment intéressé, c'était pas juste pour me bourrer la gueule. C'est vrai. Et je prenais des notes, etc. Et je posais beaucoup de questions. En fait, je me posais vraiment au bar et je posais des questions au barman. Je regardais comment il faisait, comment il bougeait, etc. Et donc ça aussi, ça te met déjà un petit pied dans le truc. Et puis j'ai réussi via une connaissance qui travaille dans ce bar, justement dans le bar Termini, à obtenir un entretien. D'accord. Et puis derrière, j'ai eu cet entretien. Je pense que là, j'ai réussi à montrer que j'étais assez déterminé. Plus, il y a aussi le fait que j'ai jamais eu trop de... Enfin, j'ai passablement de facilité sociale, je pense. En tout cas, je suis relativement à l'aise avec les gens, ça me dérange pas. Enfin, je suis pas timide, quoi. Je suis pas comme toi, mais je suis pas timide. Non, mais t'es mieux que moi, je trouve. Genre moi, socialement, des fois, je peux être un peu bizarre, mais toi, moi, je t'ai vu, en tout cas, je t'ai vu à Barcelone et avec les autres mecs. Genre, j'ai eu des vidéos de toi, alors, je dirais pas exactement ce que tu disais, tu vois, mais j'ai eu des vidéos de toi à l'appart avec les autres. Et en fait, on voit que dans un univers de soirée, même avec des mecs que tu connais pas, bah, t'es très fort pour mettre tout le monde à l'aise et pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, quoi. Donc, je pense qu'ils ont dû sentir ça. Bref, on essaie d'enchaîner ensuite, parce que tu m'avais raconté un truc que que je trouvais intéressant, c'était, t'as pris la décision de quitter ce bar parce que t'avais des conditions de travail qui étaient pas ouf en rapport avec ton hygiène de vie. Il y a eu une semaine aussi assez particulière, pardon. Ouais, bah en gros, en fait, t'es dans un des meilleurs bars du monde, il faut prouver, t'es full engagé, tu travailles à fond, tu travailles. En fait, je comptais pas mes heures, je bossais tous les jours. Je sais que les plus grosses semaines, je faisais des semaines à plus de 100 heures. Enfin, c'était vraiment genre des journées de plus de 12 heures, en fait, non-stop. D'ailleurs, la semaine la plus insane, c'était une semaine où littéralement je dormais 1h30 à 2h et après je retournais de bosser. Donc en fait, je faisais une sieste d'1h30, 2h. Je prenais une grosse douche froide pour me réveiller et puis après j'allais taffer de nouveau et j'ai enchaîné ça sur 4 jours. Après à la fin, j'étais pas bien, j'étais blanc, j'étais machin. Enfin bref, tout ça pour dire que ça c'était la semaine la plus extrême, si je prends cet exemple-là. Mais en gros, l'hygiène de vie, elle est pas dingue parce que tu travailles la nuit. Des fois la journée, des fois t'alternes les deux, des fois les deux en même temps. Ton sommeil il est éclaté de toute façon en fait quand t'es dans ce milieu-là. Ton sommeil est éclaté. Le week-end quand on se faisait éclater, à la fin on buvait facilement un verre, un cocktail ou deux. Quand t'as congé, les rares fois où t'as congé, je kiffais vraiment. J'étais vraiment intéressé par ce métier-là, donc je voulais aller voir d'autres bars. Tu vois, j'étais à Londres, il y a plein de bars hyper intéressants à aller voir, donc automatiquement je buvais un peu plus. Voilà, ce genre d'hygiène de vie pas ouf. Je prenais plus le temps de faire du sport. Alors que j'avais toujours été sportif depuis petit. Enfin, c'était vraiment un truc hyper important pour mon équilibre mental et physique, enfin de manière générale. C'était un peu la soupape et là j'avais plus ça. Et je me suis dit ok, il faut que je chill un petit peu. J'ai fait plus d'1 an dans ce bar. J'ai fait un peu plus d'1 an et demi à Londres. Il faut que je change d'environnement parce que Londres c'est hyper prenant en fait. C'est une ville blindée de gens. Ouais, je vois. J'ai eu un peu pareil dans tous les sens. T'es la tête dans le guidon. Et puis aussi, tu t'associes beaucoup le comportement, le rythme de vie à la ville. Et donc, en fait, t'as besoin des fois de te sortir du truc. C'est ça, ouais. Moi, j'avais eu ça avec Barcelone aussi. Ok, ouais. Sauf que, enfin, pareil, moi, je sortais aussi beaucoup. Je crois que c'était la première année que j'ai passé ici. Je suis arrivé à un moment donné où je m'étais d'abord blessé au sport et ensuite j'ai commencé à sortir tout le temps parce que j'ai arrêté de m'entraîner. Et vu que j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai un peu, tu sais... Ouais, tu rentres dans une spirale quand tu t'entraînes plus, quand t'as pas une certaine rigueur. En termes d'activité, de dépenses physiques, finalement. Ouais, t'as plus d'énergie, donc tu vas la perdre dans autre chose, quoi. Exact. Tu vas la dépenser dans autre chose. Exact. Donc les putes et l'alcool pour toi. Exact, quoi. Mec, complètement, mec. 100%. Les putes, surtout. Du coup, tu rentres en Suisse. Et du coup, je rentre en Suisse. Je rentre chez ma mère. Ça fait toujours plaisir quand t'as pris ton envol, tu vois. Mais c'est pas le pire parce que là j'étais, dans le sens c'était quelques mois, enfin en fait c'était l'été, après j'y retourne, après finalement je me dis non, faut que je change d'environnement, Londres c'est plus possible, donc je cherchais, j'avais des touches pour aller travailler à Amsterdam, Édimbourg principalement, et puis finalement je me retrouve dans la petite ville de Cognac en France. T'es vraiment limité en termes de travail, c'est-à-dire que les 100 heures de travail, tu oublies, c'est pas légal, j'étais limité à 40 heures, 42 peut-être. T'aurais travaillé un peu plus, toi, si t'avais pu? Ouais, quand même. Ok. J'étais quand même habitué à un rythme. Heureusement, l'État te protégeait avec. Contre toi-même. Bah, en fait, je faisais, du coup, en 4 jours, je faisais mes heures. Okay. Donc, j'avais 3 jours de congé par semaine.
Et donc ça m'a vraiment fait chiller un peu, tu vois. J'allais à la plage, j'ai pu me remettre à faire un peu de sport et tout. Mais c'est bien au final. Donc c'était bien, j'avais un meilleur équilibre, mais je me rendais compte que quand même avec le rythme de vie, t'es quand même toujours dans un domaine, un milieu qui est l'alcool est omniprésent. Limite, tu t'allais boire en fait pendant tes jours de pause. Des fois, ouais. Et puis, mais aussi de nouveau pas juste par le fait de picoler, mais par passion du truc. Bien sûr, mec. Passion. C'est ça, mec. C'est comme ça, si vous êtes alcoolique, faut passer ça par de. Voilà, moi, j'ai l'impression que des fois, c'est ça, mec. En cette même période, tu rencontres une meuf, non? Je rencontre une meuf juste avant de partir à Cognac. Ok. Effectivement. Et en fait, c'est un peu ce qui fait que tu restes pas à Cognac. C'est ce qui fait que je reste pas à Cognac, mais c'est pas ce qui me fait me dire je change de domaine. Ah, okay. Je change de. D'accord. Ce qui me fait me dire ça, c'est comme je dis, de nouveau sommeil, etc. Là, je recommence à faire un peu de sport. Ça me fait du bien. Et là, je me rends compte, en fait, l'image que j'avais, en tout cas l'idée que j'avais de moi plus tard, genre à 30 ans, 40 ans, tu vois, on a toujours une espèce d'idée qui nous paraît évidente. Genre, ah oui, quand j'aurai 30 ans, je sais pas, ouais, je serai fit. Pour moi, par exemple, c'est un truc que je me suis toujours dit, le narratif de je veux avoir fait j'aurais fait un Ironman. Ok. Avant mes 30 ans. Ça me fait rentrer, du coup, après ma saison d'été, parce que du coup, je suis parti à Cognac seulement c'était parti pour 6 mois, un tout petit peu moins. Je me disais, pourquoi pas rester? Et finalement, cette relation me fait rentrer en Suisse, au même moment où je me dis, ok, il faut que je fasse autre chose que le bar, parce que je ne vais pas dans le sens de l'image que j'ai de moi et de mes objectifs futurs. Tu vaux mieux que ça, Nils. Je vaux mieux que ça. Non, mais je kiffais vraiment ce métier, hein. C'était un métier passion pour moi, mais voilà, je pense qu'il y a des choses... Enfin, c'était des choses plus importantes pour moi sur ce que tu veux accomplir dans ta vie et pas juste dans ta vie professionnelle. Bref. Et du coup, là, une période de remise en question. Pour la faire courte, cette relation pas ouf, on va dire que c'était pas la relation avec le plus de bienveillance qui soit sur plein d'aspects. Et donc, ça ne m'aide pas à trouver ma voie, on va dire. Clairement. Genre, t'as beaucoup d'énergie qui part dans la relation? Ouais, mais pas de la bonne énergie, tu vois. C'est pas un truc qui était très stimulant dans le bon sens du terme. De nouveau, la relation, elle a commencé sur un mensonge, en fait, de la part de mon ex, si on parle de ça, où elle, pour moi, c'est très important d'être avec quelqu'un qui ne fume pas. Ça fait partie un peu de mon éthique et de mon hygiène de vie. Et pour moi, c'est important que l'autre ne fume pas. Ça fait 2 fois la même phrase. Mais du coup, c'est très important. Du coup, c'est très important, exactement. Et du coup, elle me dit, moi, j'annonce la couleur avant même qu'il se passe quoi que ce soit, quand je date une meuf. Et du coup, je lui dis ça, et elle me dit, non, j'ai arrêté, je fumais à l'époque, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ça commence un peu là-dessus. Plus après, je me rends compte que niveau boisson aussi, elle a de la peine à gérer ça. Enfin, en fait, elle a pas mal, je pense qu'elle avait aussi beaucoup mon ex, du coup, de traumas pas réglés, et qu'elle noyer un peu ça dans l'alcool, entre autres. Et moi, je me suis un peu enfermé dans cette relation parce que je me disais, ok, en fait, tu t'engages dans une relation, il n'y a plus d'autre choix que d'avancer dans ce sens-là et de faire fonctionner la chose, quoi qu'il arrive, on y va jusqu'au bout. Mais ça marchait pas. Et je me disais, en fait, je voyais pas la porte de sortie. Pour moi, elle n'existait même pas. Le problème, c'est que ça marche que quand t'es deux à vouloir tirer à la même corde, et en fait c'était pas notre cas. C'est-à-dire qu'on était très différents dans la forme et dans le fond. Par exemple, bêtement, pendant le Covid, ce qui a beaucoup séparé les gens, c'est vaccinés, anti-vax. Bref, ça a quand même déchiré pas mal les gens, en tout cas parce que ça les a mis face à leurs propres valeurs, je pense, tu vois, un peu à leur manière d'appréhender la chose dans des situations un peu plus de crise où il faut un peu plus remettre en question les choses. Et puis ça a fait un peu la même chose dans mon couple. Et ce qui est marrant, c'est que, pour te dire, par exemple, pour donner un exemple plus concret, t'avais pas le droit d'aller au restaurant si tu t'étais pas fait vacciner ou le pass. Donc il fallait avoir eu le Covid, plus derrière confirmer que tu l'avais eu, et c'était valable pendant un certain temps. Et genre, mon ex, elle kiffait aller au resto. Et genre, elle me faisait... en gros, moi, j'étais pas vacciné. J'avais pas le pass. Et donc, elle me le faisait vraiment payer parce que elle voulait y aller. Et avec moi. Et alors que j'étais en mode, vas-y, moi, j'y vais pas. Tu vois, je vais pas me faire vacciner juste pour aller au resto. Pour moi, c'est pas une motivation. Vraiment, t'es un boss, mec. T'as fait plus 5 parce que le nombre de personnes qui disent, ouais, moi, je m'en bats les couilles du vaccin. Mais si c'est ce qu'il faut faire pour aller au resto et ensuite pour moi, se faire c'est pas vacciner, une raison suffisante, tu vois. En fait, pour moi, le mec qui fait ça,
c'est un esclave en fait. C'est Ouais. le mec qui se mérite parce que moi, je sais plus, j'avais tweeté un truc comme ça il y a quelques années. J'avais dit ouais, t'as pris tes doses juste pour aller au restaurant, t'as fait X, Y, t'as mis ton masque sur la plage ou des trucs à la con comme ça. Peut-être un plomb ces masques aussi. Et ensuite tu t'étonnes de te prendre des 49.3. Tu t'étonnes Ouais. qu'au bout d'un moment, il y a ton gouvernement, il vient, il dit ok, maintenant on va faire ça. En fait, si tu fermes ta gueule dans des moments où t'aurais dû te soulever contre un truc qui est pas logique, qui est incohérent ou qui est injuste, mais c'est normal qu'au bout d'un moment tu te fasses bouffer. Ouais. Et c'est pareil dans les relations, hein, les gens qui disent rien et tu vois, tu dis rien, la personne dit ok, elle gagne un peu de terrain, tu dis rien alors que ça te dérange, ça passe, et au bout d'un moment ça te retombe sur la gueule. Et pour moi, le nombre de personnes, j'ai été déçu par des gens que je pensais qu'ils avaient du caractère. Ouais, Genre, il y avait des gens dans mon entourage, je me d'accord. disais, ah putain, ça c'est un mec qui est solide sur ses appuis. Et je vois, il fait, ouais, mais c'est pour aller en vacances ou c'est pour le resto, Ouais, ça des c'est trucs fou, comme ça. tu vois. Ah, mais je trouve Des ça petits ridicule, conforts mec. personnels Ouais. très superficiels finalement. Ouais. Mais bref, c'était aussi pour illustrer le côté conflictuel, c'est-à-dire que des petites choses comme bah moi je peux pas aller au resto, elle veut y aller. Je comprends que ce soit important de le partager avec ton partenaire, tu vois, c'est un truc que t'aimes bien faire. Mais là, il y avait une démarche un peu plus grande que juste je veux, c'est pas que je voulais pas, tu vois. Et c'était la même chose avec le masque, je faisais beaucoup de résistance avec ça parce que Je on me faisais cassait les les No couilles, Mask mais- Challenge, mec. J'ai inventé le No Mask Challenge avec le but, c'était J'adore. de toujours avoir un masque dans ma poche avec une ficelle pétée. Ouais. Et en fait, j'avais jamais de masque. Ouais. Et à chaque fois qu'on me cassait les couilles, la personne, elle devait me demander 5 fois de remettre mon masque. C'est genre, tu rentres dans un supermarché, il me disait, et je faisais genre, j'écoutais pas. Il me disait 4 fois, 5 Ouais. fois, et au bout d'un moment, je disais, ah, mais en fait, tu sais, je Puis faisais le au début, débile. ou alors tu mets le masque comme ça, et Ouais. après juste tu t'as le nez, puis après 2 secondes, puis à la fin il se retrouve là ton truc, Ouais. et puis il doit te le redire 15 fois, puis t'es là, oui, pardon. Ouais, genre, tu joues au débile. Ouais, bah oui. Moi, j'avais le masque avec une ficelle pétée pour dire, ah, mais il est pété et tout, vous avez pas un masque. Il fait, ok, attendez ici, je vais le chercher. Il partait, moi, je me barrais dans les rayons. Et en vrai, je faisais, Ouais. en fait, je trouvais ça tellement Non ridicule. mais c'était absurde quand tu devais faire ça dans la rue, enfin au moins de trucs, tu vois, genre même à l'extérieur, je trouvais ça Tu ridicule. sais, encore assez Mais drôle. même ça, c'était aussi une source de conflit, tu vois, parce que je faisais un peu de la résistance, parce que je trouvais ça juste débile, en fait. Mm. Et pour moi, je comprenais pas. Et même ça, et en fait, elle supportait pas, tu vois. Enfin bref, j'étais dans une relation qui était conflictuelle sur plein d'aspects, comme je dis. Et en fait, c'était difficile aussi de se dire les choses. Mm. Donc aussi et puis de créer un vrai lien de confiance, du coup. Comme je t'ai dit aussi au début, c'est parti sur un mensonge au départ et derrière, ouais, ça a été compliqué. En plus, après, je prends quand même le choix de m'installer avec elle. Et ouais, je suis dans un environnement, je me retrouve à Genève, une ville que finalement j'aime pas, qui est un peu trop française pour moi. C'est un peu le Paris de la Suisse. Non, Ouais, ça c'était encore pour le petit acte pour les Français, mais en l'occurrence, ouais, j'ai eu de la peine. En plus, on était dans un appart. Déjà, c'était infernal comme il faisait chaud. Et devant une rue, enfin, à côté de l'aéroport, et une rue qui était hyper bruyante. Et enfin, pour un petit gars de la campagne comme moi, c'était un peu too much. Non, puis j'avais zéro lien avec personne sur Genève, en fait. Et je pense que j'étais aussi dans une phase où clairement, je me respectais pas, parce que la relation n'allait pas, mais j'insistais dedans. Et puis, je voulais pas aller habiter à Genève, je me retrouve pas à habiter à Genève. Et du coup, c'était pas propice ni à des bonnes rencontres, ni à trouver un peu ma voie. Et puis c'est là où, justement, je vois passer le premier questionnaire du RC. Ah, c'était avant l'armée? C'était juste avant l'armée, je crois. Parce que toi, t'as lancé parce que oui, du coup, j'ai fait l'armée. La toute première version, c'était en 2022, c'était en été 2022. Le tout premier je suis questionnaire. je suis parti à l'armée en 2022. Ok. 2022. Ouais, c'est ça. 2022. Ah, d'accord. Ok. Été donc- 2022. Et il me semble que t'avais fait du coup un questionnaire un peu avant. Tu prenais un peu la température. Ouais, je voulais savoir un peu la situation des gens, quoi. Ouais. Et pour moi, là, ça m'a parlé à fond parce que j'étais vraiment englué dans l'inaction. Et ce qui était très frustrant pour moi, c'est que j'étais dans cette phase où, en fait, j'avais pas vraiment de but. Alors qu'avant, je travaillais dans un des top bars du monde. J'avais le drive, enfin, la motivation, le leitmotiv qui me faisait avancer, me lever tous les matins, grind. Enfin, vraiment travailler, je comptais pas mes heures. À me retrouver comme un mollusque, à pas savoir quoi faire, à me retrouver dans une relation pas ouf, dans un environnement qui me convient pas. J'ai des idées, mais tu vois, je suis vraiment un peu coincé là-dedans. Je me suis même retrouvé pris dans une addiction, celle du jeu. Jeux vidéo? Non, jeu d'argent.
Ah ouais? Ouais, je gagnais pas beaucoup d'argent et puis j'étais allé une fois au casino par hasard et j'ai gagné tellement de thunes. Genre, combien? Vas-y, raconte, mec. Enfin, tellement de thunes. Genre, j'ai joué 50 balles et je suis reparti avec plus de 1000 balles, tu vois. Ah ouais? Ouais. Putain. On jouait à la roulette et puis après, Mais genre, comment retourné. t'as fait sur la roulette? Genre, t'as fait une technique de merde où tu doublais à chaque fois que tu perdais ou non, même pas parce que ça, c'est le meilleur moyen de se faire baiser derrière. Ah ouais? Si tu doubles tout le temps que tu perds, en fait, alors, tu te sécurises, mais il y a, en fait, très vite, t'arrives plus à t'aligner. Ouais, surtout si tu commences avec 50 balles. Mais en soi, si t'as beaucoup de thunes. Ouais, mais même 2 balles, En fait, moi, je suis déjà, parce que je faisais à la roulette, juste tu mises sur le rouge ou le noir, tu vois. Donc, mais c'est ce que je faisais. Ouais. Mais en fait, quand tu perds, tu imagines, tu mises sur le rouge. Oui, non, mais je connais cette technique. Tu mises sur le rouge, ça va pas passer. Ouais, tu mises sur le rouge jusqu'à ce qu'il tombe, en gros. Ou tu mises sur n'importe quelle couleur. C'était une. Mais en fait, tu doubles ta mise d'avant. C'est ça, tu mets 2 balles, ça passe pas. Du coup, tu mets 4 balles pour récupérer au moins ta mise. Ouais. Si ça passe pas, tu mets 8. Si ça passe pas, tu mets 16. Ça passe pas, tu mets 32. Moi, ça m'est retrouvé. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation où t'as genre 15 fois ou 20 fois le noir de suite, tu vois. Ah ouais? Ouais, qui sort. Et puis je me dis, putain, mais le rouge, il va forcément sortir. Et en fait, non. Ouais. Mais parce qu'en fait, on a ce biais où on se dit que ça va s'équilibrer forcément à un moment donné. Non, bah, moi, je parle même pas de ce biais-là, mais enfin, bref, c'était même pas une technique où je pensais que c'était. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est le truc pour sécuriser. Statistiquement, de toute façon, t'es baisé, hein, qu'on fasse à la roulotte parce que t'as un 0. Tout simplement, t'as un 0 et c'est ce qui baisse tes chances. Et des fois, t'as 2 0, donc t'es encore plus baisé. Ça faut éviter les roulettes. Mais quand t'as gagné 1000 balles à partir de 50, t'as fait quoi? Genre, t'as mis genre sur un numéro? Ou c'est juste en mettant rouge-noir? Rouge, noir. Ouais. Mais t'as commencé, t'as mis 50 sur le rouge. Je sais plus combien j'ai mis à la base, mais ouais, typiquement, ce que je faisais, je mettais genre 50 balles sur le rouge. Après, tu passes à 100 balles, du coup. Souvent, ce que je faisais, c'est que je retirais ma mise de base. Donc, je misais les 50 balles. C'était quitte ou double. Ok, ça passe. Je reprends les 50 balles, je rejoue 50 balles. Et après, par contre, après, je faisais 50, 100, 200. Puis après, là, ça va assez vite. Si tu tombes, si tu gagnes 2-3 fois de suite, ça monte assez vite. Et puis, après, à chaque fois, dans ma tête, je me faisais des petits paliers en mode, ok, à 200, je retire 100 et puis je rejoue le reste, tu vois, etc., etc. Et après, quand tu commences à vraiment bien gagner de l'argent, bah là, tu commences à mettre des jetons sur les numéros. Et tu commences à diluer un peu sur plein de numéros. Et du coup, tes gains, ils sont plus x2. Alors, effectivement, c'est pas du x36 comme si tu joues sur un seul numéro. Ouais. En gros, tu peux faire du x4, tu vois, ou du x5, tu vois. En soi, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas zéro stratégie. En fait, que ce soit des numéros, des couleurs. Non, c'est pas du tout des conseils de jeu. Hein. Putain. Mais du coup, tu vois, au début, je faisais mes petits paliers, puis après, tu sais, je retournais régule parce que, bah, en fait, c'est de l'argent facile, tu vois. À quel casino? À Genève? Celui qui est à Genève, vers l'aéroport, là, ouais. Ah, j'habitais vraiment pas loin. C'est le seul casino de. Je suis allé 2 fois dans ce casino. Et sinon, je suis allé une fois à un casino à Amsterdam. Il est tellement malsain, je trouve. Bah, en vrai, c'est un peu, j'ai l'impression que tous les casinos, c'est comme ça, où c'est. Ouais, mais au moins, par exemple, tu vois, si t'es déjà allé à Montreux, qui est Je suis jamais allé celui de Montreux, non. Bah, Montreux, après, tu sais, évidemment, les casinos, ils font tout pour que tu restes, etc. Mais il fait noir, il fait sombre, tout est fait pour que tu te rendes pas compte du temps qui passe. Exact. Mais tu vois, par exemple, à Montreux, si je dis pas de bêtises, il y a quand même des fenêtres où tu vois l'extérieur à un endroit. Ah, ok. Ou en tout cas, t'as un accès sur une terrasse si tu vas aller boire un verre ou un truc. Ouais, ça reste un casino, hein. Mais Genève, c'est vraiment, c'est ça. T'es dans une cave. C'est un parking. Tu rentres, t'as un parking souterrain. Souterrain, non? Ouais, puis t'es dedans, ouais. C'est ça. Par contre, moi, ce que je kiffais bien dans les casinos, c'était, enfin, dans les casinos, genre, celui de Genève, du coup, j'ai été genre 2 fois. Et celui d'Amsterdam, c'est le premier casino que j'ai testé. Celui d'Amsterdam, mec. Bordel. On est rentré avec, genre, 2 €. Ah ouais. Et on pouvait faire des mises de, pardon, je crois que j'étais un peu positionné dessus. On pouvait faire des mises de 20 centimes. Ouais. Genre sur la roulotte. Et en fait, on avait les boissons non alcoolisées et de la bouffe illimitée. Ouais. Donc en fait, tu rentres avec 2 €, tu te fais servir des iced tea, des coca et ainsi de suite, des petits trucs à bouffer. Et en fait, on jouait des 20 centimes à la roulotte, on se sentait. Mais tu sais, quand tu joues jamais, en fait, tu fais de 20 centimes, tu passes à 2 balles. Mec, ça te fait l'adrénaline de ouf, tu vois. Genre, t'as l'impression que c'était un truc de ouf. Et enfin, vaut mieux ça que d'être blasé et d'avoir besoin de mettre des énormes sommes. Ouais. Mais ouais, non, du coup, celui de Genève, il y avait aussi de la bouffe gratuite, je me souviens. De la bouffe et des boissons gratuites. On passait avec les plateaux et tout. Et bah, je me retrouve un peu à y retourner régule. Et puis au bout d'un moment, les petits paliers de sécurité, bah, il y en avait de moins en moins. Ouais, exactement. Et je me suis retrouvé. Alors, la période a été assez courte, hein, en termes d'addiction. J'ai toujours
pour moi, c'est important d'avoir ce contrôle, enfin, un contrôle sur un peu toutes les addictions. Comme je te disais avant, même le café, j'essaie de faire attention de pas en boire tout le temps, tous les jours, tu vois, et pas des quantités astronomiques non plus. De régulièrement faire des petits breaks, 2-3 jours sans café, voilà. Et là, je suis tombé à fond dans cette addiction-là pendant une courte période où je me retrouve à aller, déjà, au début, j'allais facilement avec ma meuf ou avec quelqu'un. Après, j'allais tout seul. Et après, j'allais tout seul... Avec une pute. Non, mais par contre, tu vois, j'allais tout seul plusieurs fois par jour, tu vois. Et puis après, une fois, je suis allé... genre, ma meuf, du coup, mon ex, elle part une soirée avec ses meufs. Moi, je suis tout seul avec ses potes et je suis tout seul à la maison. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais jouer au casino. J'y vais. Je joue 50 balles. Je perds, je rejoue 100 balles. Ok, jusque-là, bon. Et là, je gagne. Mais je gagne de fou. Genre, j'étais à 4-5 000 balles de gain. En jouant 100 balles, 150 balles. Et du coup, tu te dis, je vais devenir millionnaire ce soir et tu mets 4 000 sur un truc, non? Non, mais je joue et ça faisait que de rentrer. Je fais putain. Et sauf que, tu vois, j'avais ces paliers dans ma tête. Ok. Et je dis, mais ok, même si je garde 2000, c'est ouf, tu vois. En plus, je gagnais pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Ouais. Et après, je me retrouve à perdre. Et puis après, les 2000 qui me restaient, je me dis, putain, tu sais, quand t'as tellement eu l'euphorie de gagner, bah, du coup, je me dis, ok, je reprends 500 balles pour jouer. Et à la fin, j'ai tout perdu. Et je me revois à la fin jouer. Genre, j'avais un jeton de 2 balles, et puis je rejouais 2 balles, c'est. Après, comme un vieux drogué, comme un vieux drogué, vraiment ça. Et après, en plus, je perds les 2 balles, je regarde mon porte-monnaie, il me restait 2 balles, je retourne racheter un jeton de 2 balles pour essayer de remettre un petit sou dans la pièce, tu vois, vraiment. Un petit sou dans la machine, pardon. Wow. Et en plus, donc, au-delà d'avoir claqué tout cet argent que j'avais gagné, je commence, il est 18h, je rentre, il est 4h30 du matin. Ouais. Pour le coup, j'avais vraiment perdu la notion du temps et là, je rentre et je fais ok, ça va pas. Là, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Trop violent, mec. En plus, maintenant que j'y pense, j'ai un petit souvenir. Je crois que ce casino, c'est la première fois que j'ai vu ça. Bah, enfin, je crois que c'est la deuxième fois que j'allais au casino à celui de Genève, où en gros, vraiment, sur la porte, à l'entrée, il y a genre un énorme panneau qui dit que si vous voulez, vous pouvez vous faire interdire du casino. Tu vois, en mode demander à notre réception ou je sais pas quoi, mais en gros, tu peux faire une demande pour que on t'interdise l'entrée au casino. Genre, tu peux toi-même te auto... Oui, t'auto-ban, ouais. Ouais, t'auto-ban. Mais, et d'ailleurs, parce que pour te dire, mon niveau d'addiction, c'est que après, je me retrouvais même à jouer depuis chez moi sur les casinos en ligne. Ah ouais. Des petites sommes, tu vois. Mais genre un peu de manière omniprésente toute la journée, je suis en train de jouer pendant que je fais autre chose, tu vois. Ok. Et donc il y a eu cet épisode-là, ça me fait me remettre en question. Je m'arrête pas d'un coup, mais je me dis ok, il faut réagir. Et ce qui était terrible, et je trouve pour moi c'était aussi, ça montrait que ma relation était pas si ouf que ça, c'est qu'à un moment donné, en fait déjà elle laissait toujours passer ce genre de truc, tu vois. Et à un moment donné, justement il se passe cet épisode et je me sentais trop mal. Et je lui en parle et juste elle me dit que c'est pas grave, tu vois. Et moi j'étais en mode mais là c'est quand même hardcore, tu vois. Et en fait, il y avait pas de réaction, tu vois. Et je pense que quand t'es en couple, quand t'es, dans une relation bienveillante, il y a de l'exigence, en fait. Si t'es pas un minimum exigeant, il y a pas c'est pas de la bienveillance, c'est du laxisme. Ouais, et puis aussi, quand une personne... Et je m'attendais à ce que, voilà, qu'on me remette un peu, qu'on m'aide à me faire une petite claque de bon fonctionnement, tu vois. Je pense que quand la personne avec qui t'es en couple, elle te remet pas en place, tu sais, si je faisais un truc de merde et que ma meuf, elle disait, ah bah, c'est normal, je me dirais dans ma tête, putain, ça veut dire que ma meuf, elle pense que c'est tout ce dont je suis capable. C'est-à-dire, elle me voit comme une merde qui peut perdre au casino, tu vois. C'est ça. Alors que, ou si je commence à fumer, tu vois, si ma meuf, elle dit, bah ouais, fume, normal, je me dis, mais en fait, elle pense que je suis une merde comme ça, tu vois. Ou alors, en fait, je le prends en limite, tu te dis qu'elle en a rien à foutre, tu vois. Ouais, voilà. Peu importe exact, le truc, quoi. Exact, ouais, je suis d'accord. Donc, je me déshabitue quand même. Mais pour te dire, du coup, je suis retourné une fois dans ce casino, mais après cet épisode, quand je suis retourné, il y a un responsable qui est venu me voir. Parce qu'en fait, ils te filment, tu vois. Ouais. T'es surveillé. Et si tu retournes régulièrement, t'es très surveillé. Parce qu'ils veulent savoir pourquoi est-ce que tu retournes 15 fois et pour pas que tu sois trop addict. Et là, justement, il m'a pris à part. Il m'a commencé à me poser des questions. Genre, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous claquez autant de thunes là-dedans, etc. Et en mode, en gros, on va te ban, en fait, si tu continues à venir comme ça. Je vais te dire un truc. Si tu reparticipes après un 3e reboot camp, ouais. on a la même procédure.
Genre, je te fais venir et tout, je dis Nils, est-ce que vous êtes trop addict au Reboot Camp, pourquoi vous participez à chaque édition? C'est clair. Mais genre, quand il t'a fait venir dans la salle, là, il t'a fait en mode sérieux. Enfin, t'as eu à un moment donné la pression en mode t'allais te faire tuer dans une petite Non, salle. non, C'est vraiment chill en mode. Non, il était chill, sérieux mais chill. Il Enfin, en mode rapidement. c'est la loi en Suisse, il est obligé de le faire de Ok. toute façon, tu vois. Ok. Et puis pour le coup, je pense qu'il était très sérieux, il était cool, il était en mode ok, genre pourquoi t'es comme ça, enfin. Mais c'est des données ensuite que eux ils gardent sur toi, donc ils font un dossier sur toi en fait. Ouais, je pense que t'as un dossier sur. Et tu ouais. dois signer un truc qui accepte que tes données elles soient conservées parce que y a la RGPD qui s'applique en Suisse. C'est quoi? C'est un règlement européen qui Ok. s'applique également en Suisse sur la protection. En gros, Ouais, mais je pense l'entreprise elle peut pas que. conserver des données sur toi sans ton consentement, tu vois. Donc normalement tu Je devrais. pense que il doit y avoir un petit passe-droit pour les casinos justement, Ok. pour te protéger toi sur Ouais. l'addiction, un truc comme ça. Je suis Ok. pas à même du truc, mais en tout cas, il m'a posé pas mal de questions. Ouais. Et puis après, ça m'a aussi aidé à me dire, ok, moi j'y retourne pas dans ce casino. Mais genre, Ouais, j'avoue, mec. Bah en vrai ça fout un peu. Tu te dis que. ah mais là tu te sens t'arrives comme une au merde. stade. Ouais, exact. Mais déjà que je me sentais comme une merde parce qu'il y a eu cet épisode-là. Ouais. Et je retourne une fois. Et là je me dis non mais Là, il je suis voit pire vraiment qu'un junkie. comme- Non, Ouais, mais même exact. moi, même par rapport à moi, tu vois. Ouais. Déjà j'ai cet épisode où je me sens comme une merde, j'ai tout claqué, je suis là à vouloir jouer 2 balles, etc. Et derrière Genre, il s'inquiète pour moi, tu sais. genre. ouais, là j'étais en mode, tu sais, en plus j'y retourne encore une fois après. Je suis en mode mais en fait t'avais juste un putain de junkie qui vient chercher quoi, tu vois. Et en plus Ouais. je gagnais pas beaucoup d'argent. Et finalement, je me retrouvais pas à en perdre, tu vois. Ouais. Vraiment des sommes assez conséquentes quand même. Ah, bordel. Fallait acheter Euh, du bitcoin, mec. Donc, ouais, c'est ça. C'était avant. Et donc voilà, pour te dire, j'étais dans des addictions. La relation, voilà, elle m'a Pas pas. L'environnement, la relation plus l'environnement était pas ouf. Et là, je vois le Reboot Camp qui pop. Je me dis, putain, c'est ça qu'il me faut. En même temps, il y a l'armée qui m'appelle. Donc, je prends pas part au premier truc. Et puis en plus, après, je sais que t'as fait plusieurs versions un peu, entre guillemets, test où tu t'es rodé. Ouais. Et comme j'avais claqué tout mon pognon en argent, en jeu d'argent, bah, c'était chaud pour moi de me payer l'inscription. Et puis, mais je me suis dit, ok, ma prochaine édition, il faut que je le fasse parce que je sens que c'est un truc qui a vraiment du potentiel et puis qui peut vraiment, qui va plus m'aider que de jouer 50 balles à la roulette, tu vois. Et entre-temps, l'armée, voilà, je me fais pêcher par l'armée à 24 ans, juste avant l'âge. À 25 ans, t'es trop vieux pour faire l'armée, en fait. Ah, ouais, ok. Et vu qu'avant, j'étais à Londres, ils pouvaient pas me choper. Je suis rentré en Suisse. Là, ils m'ont pas raté. Ils ont dit, Ok, ok, toi, ouais. tu viens faire l'armée. Et T'as gradé en plus, non, là-bas, non? Non. Ah, non. Mec, me je suis pense que fait- c'est la. Mec, j'avais un lieutenant. C'était sergent-chef au début, passé lieutenant, ensuite il était premier lieutenant. Mhm. Mec, son nom, je sais plus, mais on l'appelait Pitbull. Mais il te ressemblait de ouf. Genre, physiquement, c'était aussi un mec, genre, vraiment massif, avec une barbe comme ça. Et tu sais, sa mousse, il la mettait, la mousse, c'est la petite casquette de l'armée suisse, il la mettait, genre, hyper basse comme ça. Ouais, Donc, tu vois classique. juste ses yeux comme ça. Et Classique, il avait une voix, mec, il te ressemblait ouais, vraiment, ouais. sauf avec, il souriait à moi. Et le premier jour, mec, sur la place d'appel, il nous a fait le speech de Full Metal Jacket. Complet, en français. Genre, en mode, il nous a traité de... C'est très drôle. Il Bah, s'est je- fait un kiff, là, franchement. Vraiment, il s'est C'est fait un vraiment kiff. ça. Mais tu sais, il jouait vraiment le personnage du Mm. sergent-chef vraiment bâtard, tu vois. Ouais, et il vénère, te ouais. ressemblait beaucoup, mec. Ok. Voilà. Donc, je peux être Pas le vénère. tirer graphiquement. Non, mais c'est pour ça que dans ma tête, genre, t'as une tête d'officier. Mais du coup, non, t'étais soldat. Ouais, j'étais juste soldat. D'ailleurs, je me suis même fait virer de ma section. Ça fait quoi Bah en fait, c'était un peu compliqué dès le départ parce que j'ai été envoyé chez les chauffeurs poids lourd. Et je voulais pas faire ça en fait. Et normalement, quand tu veux pas faire chauffeur, enfin c'est un peu la planque. T'étais chauffeur dans quelle arme Bah du coup, c'est la logistique. Chauffeur logistique, ah bah t'as les chauffeurs dans l'infanterie, t'as les chauffeurs... Enfin, nous, on avait des chauffeurs... Bah en fait, tu dans fais ton l'infanterie, école de recrue en logistique. Ok. Enfin dans la section, enfin dans la... Ouais, ensuite tu pars une semaine ou deux en chauffeur ou je sais plus quoi. Et après, ouais, tu fais une fois que tu passes de recrue à soldat, là t'es réparti. Section chauffeur. Ouais, enfin t'es envoyé pour faire chauffeur au service d'une autre section, tu vois. Ok. Ouais, parce que nous, on avait la même chose chez les fusiliers. Ouais. Mais donc c'est pour ça que je te demandais... Ouais, mais ceux qui étaient chauffeurs, C'est des chauffeurs fusiliers. Ils faisaient fusiller avec nous jusqu'à la semaine de Ouais, chauffeur. mais ils conduisaient les petits Duro, du coup, je pense. Ah ouais. Parce que moi, je conduisais les poids lourds. Genre. Genre poids lourd, c'est le bon. camion, tu vois, genre jusqu'à du 40 tonnes. Ah ok. Tu sais, la bétaillère.
à l'armée. Ah ouais. Mec, c'est horrible qu'on transporte des humains dans ça, mec. Non, mais vraiment, mais tu t'as déjà été, toi, dans une bétaillère? Ah bah, jour 1, ils te Mais foutent dans vous la étiez quoi? Vous bétaillère. étiez 10? Genre, Non. vous étiez juste les chauffeurs? Ah non, bah mec, il y avait toute l'école de... à 50 et tout Oui, dans bah ces ouais, trucs. bah bien sûr, Mais bah, vraiment, vous c'était rendez ça pas le compte, premier les jour. bétaillères, Ça porte bien son nom, quoi, c'est des genre, c'est bétaillères. vraiment pour le bétail, mec. Ouais. Et en fait, on te fait rentrer là-dedans. Des fois, tu fais des trajets genre de 1h30, 2h. Mhm. T'es couchés les uns sur les autres, tellement t'es serré, quoi. Mec, t'es tellement serré. Et c'est Bon, vraiment après, des fois, t'es bien posé, t'es couché sur l'autre et Ouais, tout. t'as les couilles de l'autre là qui te font un peu. Exactement, En fait, mec. chacun écarte les jambes et C'est s'assied ça. entre les jambes de C'est l'autre. ça, En fait, vous c'est un enculez peu- en chaîne comme C'est ça. un human centipede, ou un truc, Ouais. je sais pas comment, mec. Et on se mettait, c'était combien? C'était 3 lignes. 3 lignes, je crois, 3 ou 4 Ouais, lignes. 3 colonnes. Ouais. Ouais. Mais si t'étais au fond, que t'avais besoin de pisser ou c'était un peu claustrophobe, mec, c'était un Tu te enfer. faisais un peu ce écraser trajet. par les autres, ouais. En plus de ça, t'étais En plus, assis sur t'avais des ton- planches. Oui, puis T'avais ton arme. t'avais ton face, ton arme, Ah, putain, ouais. qui vient t'écraser contre l'autre, enfin Ah, bref. ouais. Non, mais en vrai, moi, je me souviens, Du coup, moi, j'étais, alors j'ai Toi, été dans t'étais la le bétaillère, chauffeur. mais moi, j'étais le chauffeur, du coup, t'es un peu plus chill. c'était confortable. Bah oui, tu conduis un camion. C'est Justement, hyper confort. les camions, c'est assez confortable, mais je me souviens que j'avais été assez choqué par l'inconfort des cabines de Duro. Ah ouais, non, les duros, c'est très très Mais rustique. ça date de quelle année ces trucs de merde? Je sais pas. Parce que vraiment, honnêtement, quand t'es dans un Duro, t'as l'impression que c'est des camions, ils ont Les c'est duros, des du trucs coup, c'est des les années petits, 50, hein. les petits camions, des camionnettes. des petites camionnettes, ouais. Ouais. Où en gros, t'as 2 bancs comme ça, et puis vous êtes assis, vous êtes genre 4 Ouais, et sur 4. la un plage truc dans le arrière, genre, ouais, et c'est puis, ça, ouais. Mais c'est de la merde, ces trucs. C'est pas J'ai l'impression que tu terrible, tires, je sais pas, un coup d'une grenade, tu fais exploser un Duro, j'ai l'impression. Ah, bah bien sûr. Alors que, mec, t'as conduit, ah non, mais t'avais pas le droit de conduire genre les BTR ou des trucs comme ça. Je sais même pas ce que c'est. Attends, BTR, je dis de la merde. Les Duro blindés, je sais plus comment c'est le nom. Bah j'aurais pu, je l'ai pas fait, mais j'ai pas eu cette opportunité. Tu sais, Mais il j'ai déjà mettait- conduit, mais j'ai conduit du plus lourd blindé, du 40 tonnes blindé. Ah ouais? T'es dans une cabine, les portes elles pèsent presque 1 tonne. Enfin non, 1 tonne j'exagère, mais elles sont hyper épaisses. Je crois que j'ai jamais été dans ça. Hein. Et du coup t'as un truc, c'est tellement épais, tu dois avoir un truc qui filtre l'air pour pouvoir respirer, un peu comme ouais. dans un bunker en fait. ouais, oh putain, mec. Mais du coup, ouais, j'ai passé mon permis poids lourd à l'armée, donc ça c'était le côté positif. Mais moi, je voulais pas faire chauffeur à la base, tu vois. Ok. Moi, je voulais un truc sportif, justement. Je me remettais à faire du sport, etc. Je voulais un truc sportif. Et en plus, avant de partir à Londres, ma première affectation c'était Grunchar, Ah ouais. donc un petit peu plus. Ouais. Pour Et, les Français, Grunchar, c'est genre le deuxième truc le plus balèze à Ouais, c'est un l'armée. truc de bourrin, on va dire. Bah, mon père qui a fait grenadier, du coup, le truc encore plus dur, il s'est un peu foutu de ma gueule quand je lui ai dit que je faisais Grunchar. Il a dit, pour lui, c'est juste le gars qui court à côté du char, justement. C'est Ouais, le mec en- qui suit à côté et qui court comme un con à côté. Ouais. C'est, Et pour le c'est un peu de la Grunchar, chair à canon, quoi. le fusillé, c'est une merde, en fait. Ah ouais Mais je crois que Fusillé, c'est déjà pas... Ah non, fusillé... Dans ma tête, fusillé, je pense c'est à moins bien fusillé que de Grunchar. montagne. Fusillé de montagne, c'est assez hardcore aussi. Ok. Sous un autre registre, c'est que tu marches énormément, justement, en montagne. Ouais, bah, fusion, on marchait. On Ok, tapait des ouais. marches de Bah, bâtard. c'est mec. ça, Et fusillé, c'est pour tu ça vois. que j'allais dire par rapport aux bétaillères. En vrai, les premiers transports qu'on a fait en bétaillère, j'étais en mode c'est l'enfer. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est tellement Ah, t'es l'enfer éclaté, de. Enfin, t'es tellement heureux d'avoir un moyen de transport et t'as plus besoin de marcher. Parce que tu marches tellement. Ouais. En plus, Puis moi, j'étais. t'es éclaté, du coup, Ah ouais. tu dors les uns sur les Ouais, autres. Quoi. Exact. Finalement, tu tapes ta meilleure nuit sur les couilles de ton pote. Ouais, c'est ça, exactement, mec. Exact. Ah, mais du coup, première affectation Grunchar et au final, tu te retrouves à faire chauffeur. Ouais, parce qu'il me l'avait mis en deuxième métier, enfin en deuxième fonction. Ok. Et puis quand je suis revenu, je suis parti. Donc j'étais levé de mes fonctions de militaire quand je suis parti à l'étranger. Et quand je suis revenu, ils m'ont reconvoqué. Mais cette fois, ils ont décidé, je sais pas s'ils avaient besoin de chauffeur ou quoi, mais ils ont décidé que je ferais pas Grunchar, mais chauffeur. Hmm. C'est devenu ma première fonction et ma deuxième fonction, c'était Grunchar. C'est-à-dire si tu fais pas chauffeur, tu fais Grunchar. Mais tu pouvais décider de pas faire chauffeur. Bah pourtant j'ai fait des pieds et des mains, hein. J'ai envoyé une lettre, j'ai fait le gars, j'ai sucé comme un porc sur une lettre de motivation, je veux faire un truc, je suis sportif, je suis machin, Ouais. je suis motivé, limite je leur disais je veux grade si vous me prenez quoi. Et je disais je veux faire grun. Ouais. Et puis après je leur disais si je fais pas grun, mettez-moi au moins Grunchar, enfin bref un truc qui bouge. Ouais. Ils sont pas entrés en matière. On arrive jour 1 de l'école de recrue, là le sergent, enfin le responsable des chauffeurs, tous les chauffeurs, il nous fait un méga speech au début, comme quoi chauffeur c'est une responsabilité, que si vous vous sentez pas, on vous dégage tout de suite et vous allez dans votre deuxième fonction. Je vois ça, je fais, putain, bah, let's go, tu vois. Tout de suite, je dis non, je me sens pas de conduire et tout. Il dit, ok, le gars déjà est étonné que je voulais pas, je lui ai dit, je voulais même pas faire chauffeur. Il me dit, bah, il y aura pas de problème, vous allez partir dans votre deuxième affectation. Faites je
sais plus là. 6.5. 6.5, putain, tu te rappelles de ça. Le formulaire 6.5, Ouais. bien sûr, mec. J'ai rempli tellement de 6.5. Ah, putain, moi aussi. Bah, parce qu'en fait, c'est tellement chiant à faire qu'ils te font ça pour te fiquer, en fait. Ouais. Alors, fiquer, ça vient de l'allemand ficken, et ça veut dire se faire baiser. Ouais. Et en fait, quand tu te fais fiquer à l'armée, c'est quand tu te fais, forcément, c'est quand tu te fais baiser, mais c'est quand tu te fais punir. Ouais, tu te fais punir Enfin. par ton supérieur parce que Ça fait un truc qui t'as me commis bat. une insubordination souvent, ou que t'as peut-être osé lui répondre, ou Ouais. voilà. Bah, typiquement un truc, ou alors tu fais un truc un peu con, du genre, typiquement ce que je faisais, tu vois, quand on était tous à moi, Ouais. à chaque fois, du coup, en plus, c'est vraiment un moment où t'es autour de ton lieutenant ou de Ouais, ton ouais. sergent et il faut l'écouter, etc. À chaque fois, je faisais exprès de faire tomber un truc par terre. Et quand je me penchais pour le ramasser, Tu je lâchais pétais. ouais, le classique, tu vois. Ouais, bah ouais. Et genre, ça les énervait tellement. Et en plus, je faisais ça systématiquement, tu vois. Et genre, à tel point que il voyait le truc tomber, il fait recrue sur chair, vous ramasserez après le truc. Enfin bref, un exemple de truc à la con pour lequel tu peux te faire punir. Non, mais genre, en fait, faut que vous compreniez à quel point, quand vous mettez 50 mecs, vous les faites vivre ensemble. Et surtout, tu les infantilises à fond Exact, j'allais dire ça. parce que, en fait, l'armée, tu dois poser le cerveau et on te demande pas de comprendre, on te demande juste d'exécuter. Voilà. Donc, à force qu'on te dise que t'es un débile et qu'on t'interdise de réfléchir et qu'on te traite comme un enfant, bah, tu finis par te comporter comme un enfant. Enfin, disons Ouais. que t'es tenté de te comporter comme un enfant. Puis En t'as de fait- la matière parce qu'en plus, il y a plein de fois où t'attends, où tu fais rien, où tu fais des trucs pénibles. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu pètes et Ouais, tu voilà. pètes pendant les 1 mois et tu Et puis pètes ça dans te la fait paix. rire, voilà. Et ça fait rire tout le monde. t'occupe et ça te fait rire et ça fait rire tout le monde et tout le monde est ravi. Genre, faut T'es vraiment- limite le leader de la meute si tu lâches un bon prout, quoi. Ouais, C'est ce niveau-là, quoi. Putain, ces souvenirs, mec. Ces souvenirs, Ouais. les détachements et tout qu'on crée, on faisait tellement de... Mec, on avait de ces trucs, mec. Nous, on s'était fait enculer une fois parce que il y avait un sergent qu'on avait qui s'appelait Bella. Enfin, c'est un apprenti-chef encore parce que c'était le début de l'école de recrue. Et le mec, en fait, c'était un Kosovar. Mais je dis que c'était un Kosovar, je précise, parce que bon, 90% de ma section, c'était des Kosovars et des Serbes. Ok. On est au Un point hasard, où, en fait, on devait choisir un nom pour notre section. Le nom de notre section, c'était Shiptarmi. Donc, c'était Shiptar de Ouais, Albanais ouais. et Shiptarmi. Ouais. Et en fait, Bella, je précise que c'était un Kosovar parce que il était arrivé en Suisse, je crois, il y a pas très longtemps avant l'armée. En fait, si tu veux, le mec parlait pas bien. Il savait pas parler, tu vois. Ouais. En fait, il parlait comme un débile. Alors, soit il était un peu attardé, soit, enfin, vraiment, je me pose encore la question aujourd'hui. Et en fait, la raison pour laquelle je me permets d'être un peu Toujours un sergent un peu vindicatif, ouais, il y en a toujours Il y a un quelque- dans il le se groupe des a besoin de 4. se prouver quelque chose. Parce qu'en ouais. fait, il y a toujours 4 apprenti-chefs et 2 sergents-chefs qui ensuite, les apprenti-chefs deviendront sergents, les sergents-chefs deviendront lieutenants. Ouais. En Enfin, gros, c'est comme 4 ça, gars qui passent la majorité de leur temps avec les à recrues. éduquer les recrues. Et le lieutenant qui supervise tout ça, on le voit un peu moins, il est un peu plus dans les bureaux, entre guillemets. Exact. Et effectivement, du coup, tu passes énormément de temps avec eux. C'est un peu tes mentors par défaut. Mm. Et il y a toujours, ils sont 4 et il y a toujours Ouais. le teubé qui a quelque chose à se prouver, tu sais pas, et qui a pas d'autorité. Il y a à l'inverse l'autre qui est hyper carré, hyper vénère, tu rigoles pas avec lui. Ouais. T'as l'autre un peu plus cool qui te laisse de temps en temps Exact. sortir du cadre, tu vois. T'as vraiment toujours Exact, c'est trop marrant, le mec. bon et le méchant flic, tu vois. Exact. Bah, lui, si tu veux, c'était le mec qui était méchant, qui avait un truc à se prouver. Et le truc le plus terrible, c'est qu'il était débile, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je me permets de lui chier un peu dessus. Bref, en fait, un soir, mec, on était tellement à bout. Genre, il te pousse des fois tellement à bout. Tu Ouais, vois, t'es ouais. vraiment, t'es au bout du truc. Tu dors pas, mec. Il t'encule vraiment juste pour. Et à un moment donné, il nous engueule, je sais plus pourquoi, mec. Pour un truc de merde, genre en mode la culasse du face, ou je sais pas, un truc qui est à 2 cm trop à côté d'un autre truc. Ouais, Enfin, ouais. bref. Et en fait, sa manière de parler, le mec, il faisait tout le temps, les gars, venez ici, les gars. Tu sais, il parlait vraiment comme comme un débile, mec. Et genre, on était dans les couloirs avec genre 2 autres potes. Et ouais, je sais plus pourquoi, du coup, il nous engueule. Ah oui, les sangles des faces. Mec, je crois qu'il y avait une sangle de face, donc c'est la sangle du fusil d'assaut, qui était genre le petit truc métallique, en fait, qui, Il est dans le mauvais qui permet de sens, régler la... ouais. Il était dans le mauvais sens. Ouais. Et le mec, bah forcément, c'est l'armée, donc il pète un plomb, tu vois, mais avec la fatigue accumulée ensuite, t'as un mongol qui vient, qui pète un plomb à cause de ça. Et en fait, on remet les sangles comme ça, et genre on était avec un mec, putain, je me marrais trop avec lui, mec. C'était un ancien héroïnomane. Genre il avait eu plein de problèmes de drogue et tout, et il était aussi là. Mais il était... Donc de tension, je pense, le mec. Non. même pas. non, Ou à l'inverse, l'inverse. ça, ouais. C'était un nerveux, mec. C'était un nerveux de ouf, tu vois. Bah, il était trop drôle, mec. Et en fait, tu voyais que le mec, il avait du vécu. Parce qu'il était jeune, tu vois, il avait, je pense, 19-20 ans.
Mais tu sentais, si tu veux, que lui, ça lui faisait tellement ni chaud ni froid, tu vois, les histoires. Et lui, il se faisait tout le temps niquer. Moi, souvent, je me faisais niquer avec lui. Ça Mais c'est vrai que ça, c'est un truc intéressant, ce que tu dis, c'est que à l'armée, souvent en plus, t'es jeune, t'as 18-19 ans, et tu t'identifies trop à ce que tu vis à l'armée, dans le sens, tu le prends presque avec trop de sérieux, en fait, sur le moment. Alors que c'est, comment on dit, j'ai le mot en anglais, irrelevant, c'est ce que c'est pas pertinent, on s'en fout, en fait. Ouais, c'est pas important pour ta vie, en fait, de tous les jours. Alors que quand t'es à l'armée, on essaie de te faire croire que justement, ça va changer ta vie. Alors qu'au final, même si tu fais des insubordinations, enfin, c'est dans le cadre de l'armée et tu risques pas grand chose, quoi. Tu vas faire des pompes et oui, voilà, sur le moment, mais ça va pas changer ta vie, en fait. Et heureusement, il y en a quelques-uns qui comprennent ça, comme ton pote, je pense. Ouais, bah, du coup, avec lui, moi aussi, moi, j'avais vite capté, en fait, qu'à l'armée, c'était stylé de faire des pompes. Oui. En fait, hop là. Ouh, c'est moi. Merde. C'est ton. C'est l'heure qu'il faut que je... Non, mais. Rappel d'alarme, oh putain. Ouais, non, mais en gros, au final, Bella, on se marre, en fait. Parce qu'il nous engueule et tout pour les sangles. On était à bout, on était sur les nerfs, on commence à rigoler. Bella, il va chercher le sergent-chef. Et notre sergent-chef, c'était un Irakien, mec. Okay. Attends, j'ai un Irakien, mais c'était un mec Irak, Jordanie ou je sais plus quoi, mais bref, un mec de là-bas. Et c'était un psychopathe, lui, mec. Lui, vraiment, il se prenait pour Rambo, mec. Nous, on avait 2 sergents-chefs. Ah ouais, je crois que je me souviens que t'avais raconté dans ta vidéo YouTube. Là. Ah oui, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de ça. Ouais, alors, il y avait lui, et il y avait l'autre, c'était Donatch. C'était mon autre sergent-chef. Et lui, c'était un Suisse-allemand, genre de 2m10, un peu joufflu comme ça. Mais faut vraiment imaginer le Suisse-allemand, genre nazi, tu vois. Oui. Il était sympa. Ouais, genre, non, mais dans le cliché physique. Il était capable d'être sympa, mais vraiment, ouais, l'énorme nazi et tout, mais qui t'enculait aussi, il parlait pas français. Il dit, je vous encule. Tu sais, il parlait vraiment comme un Suisse-allemand, bref. Et ouais, là, on s'était fait niquer, mec, il nous avait fait mettre les masques à gaz. Genre, on était sortis, genre, à 22h30 et tout, déjà, on avait dormi rien du tout des derniers jours. On avait mis des putains de masques MP, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, non? Ouais, je crois, je sais plus. Putain de masques à gaz. Et on avait dû faire des tours de caserne avec les masques à gaz. Ensuite, on devait faire des pompes et tout devant lui. Et il y avait un des mecs qui était avec nous, qui avait fait tireur d'élite. Lui, c'était chié dessus, mec. Pendant le ficage, mec. Littéralement? Ouais, littéralement, il s'est chié dessus, mec, pendant le ficage. Waouh. Et c'est ce qui avait mis. Ah oui, mais oui, t'avais dit. Je me souviens que ça, t'en parles dans la vidéo. Quoi. Ouais. Tu dis que ça avait un peu calmé les sergents qui se sont dit, on l'a peut-être poussé un poil trop. Mais je pense qu'ils avaient pas le droit de nous faire ça parce qu'ils nous ont sortis de la caserne. Alors qu'il y avait déjà eu la BFA, enfin l'extraction des feux. Exact, je crois qu'ils avaient pas le droit, tu vois, de faire ça. Mais bref, du coup. Ouais, du coup, je te laisse. Toi, t'as des anecdotes, un peu des trucs de merde que vous avez fait. Bah un peu dans le même registre. Enfin, tu sais, tu dois donc à l'extinction des feux, tu dois être devant ton lit, au garde à vous, tout doit être nickel, etc. Ils contrôlent. Et il y en a un par chambre qui doit aller faire le rapport. En gros, il te brief pour le lendemain, à quelle heure vous devez vous lever, à quelle heure il faut être prêt, vous allez faire ça. Ouais. Et ça change chaque semaine, ou chaque jour, je crois chaque semaine. Ouais. Et c'était une semaine où je devais aller, donc je devais descendre, tu dois descendre, les autres ils t'attendent. En fait, le temps qu'ils te brief, tout le monde attend comme des cons devant leur lit, au garde à vous. Ouais, exact. Je me souviens, oui. C'est tellement absurde, bref. Et genre, tu dois pas bouger, sinon tu te fais enculer. Ah ouais, parce que des fois, t'as un putain de fumée d'adjudant. Ah ouais, tu mais sais pas d'où il a spawn, mec, qui est en train de marcher dans les couloirs. Ouais. Alors, les adjudants, c'est les seuls militaires professionnels. Enfin, je sais pas si c'est les seuls. Non, mais ouais, ils pèsent un peu plus, puis en général, voilà, eux, ils ont... Enfin, non, en vrai, ils sont aussi des fois un peu plus chill, mais en l'occurrence, tu fais quand même pas le malin. Tu dois être protocolaire. Ouais, en fait, ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que bon, maintenant, ça a peut-être changé, mais en tout cas, à l'époque, quand toi t'arrivais, t'étais recrue, les appointés chefs qui étaient les 4 mecs au-dessus de ta section, c'était les mecs, c'était aussi, en fait, des civils, en fait. Ouais. C'est juste des civils qui avaient décidé de grader. Pareil pour tes sergents-chefs qui allaient devenir lieutenants, c'est aussi des civils. Mais les adjudants, eux, ils ont des contrats avec l'armée, ils sont professionnels, tu vois. Donc, moi, je me souviens, les adjudants chez nous, mec, tu les voyais, tu fermais ta gueule, mec. Ouais, il faut être nickel, quoi. Il faut être irréprochable. Mais si t'es irréprochable, ils sont plus chill que tes lieuts ou... Ouais. Ils lâchent un peu du zeste, parce que je pense du lest, parce que... Du zeste, waouh. Du lest, parce que tous les jours, eux, c'est leur métier, ils font ça depuis 10, 15, 20 ans. Ouais. Ils sont des fois un peu plus chill, bref. Ouais, c'est vrai. Ils ont peut-être un peu plus de recul. Mais du coup, je me retrouve en bas, et du coup, t'es avec... le sergent-chef et puis les responsables pas de la section, non. Ouais, bah moi je faisais partie de ceux de la chambre. OK. Mais en gros, il y a les hauts gradés, pas de ta section mais de toute l'école, de toute l'infanterie, de la compagnie. De la compagnie, voilà, merci. Qui justement te brief. Donc t'as le sergent-major chef, etc. Et il te brief. Putain, ce mec.
Et il y a un... Ça, c'est le truc rôle, avec l'armée, c'est qu'il y a le toujours plus un drôle, truc. mec. À l'armée, il y a toujours un truc qui pop dès que... Il y a des petits souvenirs. Parce qu'en fait, ils ont chacun des rôles spécifiques. Le sergent-major-chef, c'est le... Bah, de nouveau, mais il chapeaute la compagnie, en gros, un peu. Ouais, c'est la caserne. C'est le boss de la caserne. C'est la maman de la caserne. On l'appelait comme ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est lui qui s'occupe de... C'est lui les responsables que les chambres soient bien rangées. Ouais. Et du coup, il nous briefait le matin, le soir pour le lendemain matin. Et il y avait un chat qui rentrait dans la caserne, tu vois. Souvent, il venait nous rendre visite. Puis là, on était tous en garde à vous, il faisait nuit. Il y a le chat, il se pointe comme ça. Et des fois, il nous faisait poireauter pour rien. Et là, il nous faisait poireauter pour rien. Et je vois qu'il commence à caresser le chat. Et tout d'un coup, il le chope comme ça par le cotson, par la nuque. Tu vois. Ouais. Et vraiment, tu sais, et puis, tu sais, un peu, ça faisait un peu maltraitance. Ouais. Okay. Ça faisait un peu maltraitance. Et dis-toi, c'est silence complet, il y a pas un bruit. Et moi, je suis comme ça, regarde à vous, et je fais, putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Et genre, tu sais, le truc, il résonne. Tu sais, j'ai pensé à haute voix, tu vois. Et là, il se retourne. Genre, zéro blague. Et il fait, qui c'est qui a dit ça? Là, je fais, putain, si je dis pas, on va passer des heures, on va tous se enculer. Je dis, c'est moi. Putain, et derrière, je me suis fait enculer. Après, il a renvoyé tout le monde en chambre. Ouais. Et moi, je suis resté et il me faisait faire les à moi ping-pong. Pendant je sais pas quoi. Donc, tu fais pas du ping-pong, mais en gros, ils te font courir d'un bout à l'autre de la caserne, en fait. Et j'ai fait ça pendant une bonne heure. Voilà, pour qu'au final, après, il me fasse une morale. Et voilà, après, finalement, il était pas si vénère que ça quand je lui ai expliqué. Voilà, je lui ai dit, mais putain, pourquoi vous traitez ce chat comme ça? Et en fait, apparemment, il voulait juste lui enlever une tique qu'il avait. Oh, mon cul, mec. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Mais bref. Du coup, tu fais toute ton école de recrue, cours de répète. Ouais, je fais mon école de recrue. Ensuite, je fais un cours de répète. Et là, je me fais chier, quoi, pendant j'avais demandé à faire le plus de jours possible. Donc, j'ai fait un mois presque. Et au final, tu fais pas grand chose. Tu fais vraiment pas grand chose et quand j'avais repris un peu une bonne hygiène de vie, je recommence à faire du sport, etc. Et du coup, tu te retrouves un mois où t'es stoppé dans tes objectifs personnels, professionnels, t'es full en fait à la caserne. Et c'est pas comme l'école de recrue où tu sais que tu pars pendant 6 mois, etc. Ouais. Là vraiment, ça te coupe au milieu pendant 3 semaines, 1 mois, où tu t'as aucun contrôle sur ton alimentation, sur ton sommeil, sur un peu tout ça. Et tu peux pas avancer sur tes projets si t'en as ou autre. Ouais, ça coupe tout ton rythme en fait. Ouais. Et je me suis dit en fait là je perds mon temps en fait. Et donc après je switch je termine en service civil. T'as fait quoi, objection de conscience? Ouais, bah en fait c'est le seul motif valable. Ouais. Mais en l'occurrence t'as pas besoin de motiver. Je sais pas si toi t'avais eu besoin de motiver plus que ça. Non, j'ai dit que pour les questions de conscience je pouvais pas continuer là. En fait légalement il y a que ça qui fait que tu peux passer sur le service civil. Et après ils te demandent pas de te justifier, donc quels que soient les motifs, tu dis ça. Et du coup comme ça j'ai pu parce que je voulais juste que ce soit derrière pour en finir avec ça. Donc comme ça j'ai pu enchaîner, finir mon service civil d'un coup et puis voilà, déjà ça c'était derrière. Maintenant, s'il y a la guerre en Suisse, t'es pas appelé. T'es appelé en tant que civiliste. Ouais, mais tu vas pas faire la guerre, mais tu vas être plus dans la... Tu vas t'occuper des meufs, en fait. C'est ça. Je serai là pour vous, mesdames. On sera là avec nous. On arrive, on va vous mettre des pansements. Non, mais enfin, moi, ça, c'est une des raisons aussi qui m'ont fait quitter l'armée. D'une part, ça me cassait les couilles, les cours de répète. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Non, je crois que j'en ai fait 3 ou 4. Et en plus, t'as pas le droit d'en faire plus qu'un par année. Ah ouais. Et donc, du coup, vraiment, tu es, entre guillemets, condamné à chaque année pendant, en tout cas, 5-6 ans, retourner, et ça te coupe chaque année dans ce que tu fais. Ouais, non, c'est... Donc, c'est relou, et... mais moi, il y avait aussi le côté, si jamais il y a une merde, en mode, si jamais il y a un conflit en Europe, genre vraiment, tu vois, genre t'essaies de te projeter, moi je me disais, mec, ça veut vraiment dire que légalement, si je termine mon service militaire, pendant X temps, en fait, ils peuvent me dire... viens en Suisse, genre on s'en bat des couilles de où t'es dans le monde, rentre en Suisse, on va te donner une arme et on va te foutre là-bas, tu vois. Et en fait, il faut vraiment mais si jamais... t'es à l'étranger... Bon, peut-être si t'es à l'étranger, j'en sais rien, tu vois. Ils te font pas chier si t'annonces que tu n'habites plus en Suisse. Bon, ok, peut-être. Ouais, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression les gens, par exemple en France, qui n'ont pas fait l'armée, du coup, ils réalisent pas ce que c'est. Genre, quand t'as jamais fait l'armée, tu dis, ah, l'armée, c'est stylé, les valeurs, camaraderie. Tu comprends pas, en fait, ce que c'est que d'avoir un mec plus con que toi qui va te dire ce que tu dois faire. Tu sais que c'est de la merde, mais tu dois quand même le faire. Alors, peut-être qu'il y a des gens, ça leur convient, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je pense que d'avoir fait l'armée, ça m'a permis de comprendre, perso, que d'une part, j'allais jamais être un employé. J'ai l'impression, en tout cas, de façon inconsciente, je me suis dit, en fait, je peux pas.
avoir quelqu'un qui me dise ce que je dois faire. Je pense vraiment que ça a été peut-être le plus grand avantage de l'armée. Mais du coup, c'est vrai que ça peut faire prendre conscience par rapport à ça. Je sais que moi, je me suis pas fait cette réflexion consciemment, mais c'est vrai qu'en tout cas, toute cette figure d'autorité et ce cadre très serré, enfin un peu avec les œillères, ça c'est pas pour moi. Et du coup, je sors de l'armée, je fais mon service civil. Et là, j'avais déjà une petite idée. Enfin, ça commence à se construire un petit peu sur, ok, quelle est la suite? Parce qu'il y a quand même presque 2 ans qui s'écoulent entre service civil, enfin l'armée, le service civil. Enfin, quand je suis rentré de Cognac, le service civil. Presque 2 ans qui s'écoulent où je me questionne qu'est-ce que je fais pas. Parce que le service civil, il faut savoir que, en fait, vous avez, admettons, tu as 300 jours de service militaire à faire. En fait, pour tous les jours de service militaire que tu ne fais pas, admettons, tu quittes l'armée pour une objection de conscience, c'est-à-dire, voilà, si tu dis, je peux pas avoir une arme, du coup, tu as le droit de ne pas faire l'armée en Suisse, et il te reste genre 50 jours. En fait, le service civil, c'est 1,5 jours par jour d'armée qui te restait. Fois 1,5, donc 75 jours. Donc 75 jours en plus. Ouais. Donc ça te rallonge encore un peu plus. L'avantage, c'est que tu dors chez toi. C'est ça. Et que, on te casse pas les couilles. En fait, tu fais ça comme un peu un emploi. Ouais. Et donc, tu peux garder une certaine hygiène de vie. Si tu fais du sport, tu peux aller faire ta session de sport. Exact. Tu peux te nourrir comme tu veux le soir. Ouais. Tu as plus de contrôle sur ta vie. Ouais. Et donc je fais ça. Et puis, je me dis, c'est dans le sport que je veux aller. J'ai toujours été sportif. Je me suis un peu perdu quand j'étais barman, où j'ai perdu ce rythme, mais ça a toujours fait partie de moi. Et puis, du coup, je me suis mis full au CrossFit, c'est ce qui me parlait le plus. J'avais fait du football, j'avais fait pas mal de fitness aussi avant. Et puis finalement, le CrossFit, c'est vraiment là où je me suis épanoui le plus. Parce que il y a le côté prépa physique généralisé, mais il y a aussi plein de skills que tu apprends en fait. Tu as toujours un nouveau truc, un nouveau mouvement à apprendre. Tu vois, tu fais de la gymnastique, tu fais des tractions, tu fais de l'haltérophilie, enfin de l'haltérophilie olympique, qui est assez technique, tu fais du cardio, c'est hyper varié. Donc je me suis mis à ça à fond et je me suis dit c'est là-dedans que je veux aller, pas que dans le CrossFit mais dans le sport. Je veux garder aussi un contact avec les gens comme j'avais dans le bar. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et j'avais aussi envie d'être dans la transmission de quelque chose, d'aider les gens dans leurs objectifs ou d'inspirer d'une manière ou d'une autre. Et ouais, du coup, ça collait avec moi, sachant que le sport, c'est vraiment là où je me sens le mieux. Quand je fais du sport régulièrement, c'est là où je suis le plus aligné avec mes pensées, où ça structure un peu tout, en fait. Et donc, j'étais parti pour faire l'université Sciences du mouvement et du sport, comme toi, t'avais failli faire, ouais. Mec, on a un parcours de vie très similaire. Hein. Ouais, c'est marrant, ouais. Et il y avait les tests d'entrée. Sauf que du coup, moi, j'ai pas de diplôme. Ok. Donc, pour intégrer une université, plus compliqué. Ouais. Donc, je m'étais inscrit au cours du soir en accéléré sur une année. Et du coup, je faisais ça en parallèle du service civil. Ah, ok. Donc, c'était assez intense cette période-là, mais j'étais content. Et j'ai l'inscription. Mais j'étais content. Il était content. Ça dit comme ça. Non, mais par rapport enfin, j'avais un but, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est stylé. En et vrai, c'est ça qui est intéressant, ouais. Et après, je me dis, du coup, je fais toutes les démarches je m'étais même inscrit pour aller à l'université. Et après, je me dis, poto, t'as, quoi, 25 ans, 26 ans. Je me vois pas retourner dans 3 ans d'études, sachant que je vais, alors oui, c'est stylé ce cursus-là, mais tu vas pas, aller à l'essentiel des compétences que tu as envie d'apprendre. Dans le sens où il y avait plein de sujets abordés pendant ces 3 ans qui n'étaient pas utiles. Tu vois, par exemple... L'histoire du sport ou des trucs de... Voilà, ça c'est le meilleur exemple. Histoire du sport suisse, c'est sans doute très intéressant, mais je m'en bats les couilles. Personnellement, je voulais... Voilà, pour pouvoir continuer, ça faisait quand même quelques années que j'avais un minimum d'indépendance, que j'avais eu un taf, etc. Et tu veux pas juste retourner chez tes parents, pas avoir de thunes, plus avoir d'indépendance, tu vois. Et donc voilà, je me suis dit, je préfère me former, aller chercher moi l'information où je veux. Tant pis si j'ai pas un bachelor derrière. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. Commencer à me former. D'abord, juste bêtement. En fait, première porte d'entrée, c'est je me dis, quelle est la meilleure manière de pouvoir commencer à coacher dans un domaine que je maîtrise déjà assez bien, qui est le CrossFit.
et qui me permet de pouvoir en vivre un minimum pour que je puisse me payer des formations. Parce que du moment que je suis pas à l'université, bah, il faut allonger la thune pour avoir des formations quand même assez quali. Et donc, je fais mon level 1 en CrossFit. Donc, c'est ce qui te permet de officiellement pouvoir coacher en tant que coach. Enfin, de coacher en tant que coach. De coacher du CrossFit. Ouais. Et je me mets à faire ça. Au début, pas facile parce que tu te lances comme ça. Bah, pour situer, du coup... C'est quoi, c'est genre juste, pardon, c'est juste la théorie, le level 1? Enfin, c'est théorie et en fait, pratique. c'est un petit peu, c'est théorie et pratique, beaucoup plus théorie, en fait. Et c'est un petit peu du bullshit, dans le sens où c'est 2 jours, et t'as ton papier, et tu peux coacher. Ok. Et, c'est vraiment les bases du CrossFit. Et le CrossFit, c'est, en fait, c'est une marque déposée. Ouais. Et donc, si tu veux pouvoir coacher ce qu'on appelle du CrossFit dans une salle. Leur cours à eux. Exactement. Trop stylé. Et donc, en gros, tu payes Trop plus bon de 1000 business. balles. Ouais. Ah non, Ouais. ils ont trouvé un très bon truc. Mais du coup, si tu veux coacher du CrossFit, bah, il te faut ton level 1. C'est pour ça qu'il y a des salles qui s'appellent cross training. Exact. C'est pour pas avoir besoin de payer leur... Parce que si tu dois payer l'affiliation au non CrossFit, et c'est 4000 balles par année pour, Ok. pour une salle affiliée. Ok. Donc je fais ça, je commence à coacher. Et puis, et juste avant, j'étais déjà dans cette dynamique-là. J'ai repris un petit travail alimentaire. Dans le service, je servais des ramen. Enfin, dans un restaurant de ramen, je faisais du service. Ok. Juste à midi pour garder un rythme, plus bosser de nuit, etc. Et là, je me fais un peu de thunes. Et là, je vois, tu lances le reboot 2024, le premier Première version. Ouais, la première officielle. La première officielle où tu lances au début de l'année pour te lancer pour une année. Et du coup, je m'inscris. Et puis c'est là que... Et c'était trop stylé, hein. Ouais, c'était vraiment cool. Bah, n'empêche que peu de temps après, qu'est-ce que je fais? Bah, je me paye le level 1, je deviens coach. Et puis depuis, je suis en train de progresser là-dedans. Et genre, impression du reboot. C'était comment Bah, vraiment très cool. C'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est le cadre que ça... Évidemment, le cadre que ça t'offre sur plein d'aspects, notamment l'aspect... comment dire, la rencontre, la connexion que tu peux avoir avec d'autres hommes. Ok. T'es dans un cadre, comme toi, tu nous répartis dans 4-5, des groupes de 4-5. Et chaque semaine, on se voit pour un call pour faire le bilan de notre semaine selon les objectifs qu'on a accomplis ou pas. Et en fait, dès le premier call, ce qui est très cool, c'est que on sent que tous ceux qui se sont inscrits dans le reboot, ils sont là pour changer, pour devenir un peu une meilleure version d'elle-même. Et donc, dès le premier call, il n'y a pas le temps pour tout cet aspect de séduction au début d'une relation. Où, tu vois, même quand tu rencontres quelqu'un qui va devenir ton pote, bah, tu te montres sous ton meilleur jour. T'es un peu dans cette dynamique où t'as envie de passer pour un mec cool parce que t'as envie de créer des liens avec la personne. Et du coup, tu te montres que sous ton meilleur jour et c'est plus difficile. Enfin, c'est pas une approche directement la plus authentique. Et ça, du coup, tu enlèves cette partie-là et directement, tu te retrouves à connecter avec des mecs et à pouvoir vraiment te livrer. T'es vraiment dans un cadre hyper bienveillant et tu peux te livrer. Toi, tu as eu l'impression que dans ton groupe, il y a eu... Ça fait un peu naturellement que tout le monde l'a fait, ou tu as l'impression que peut-être il y a certains membres qui ont commencé à le faire en premier? Genre, si on se visualise, genre on arrive dans un appel, personne ne s'est jamais vu. Ouais. C'est yo, moi c'est Nils, ok, toi là. Ok, aujourd'hui, c'est on a telles instructions pour le purgatoire. Ouais. Une question, je sais pas, qui est posée, ou ça évolue avec les éditions, donc j'ai rien en tête, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y en a un qui va peut-être un peu commencer à s'ouvrir et ça va débloquer les autres? Comment ça s'est un peu passé au niveau... Ouais, comme je dis, tout le monde est dans cette démarche de... Enfin, pour faire le reboot camp, t'es obligé d'être honnête avec toi-même, en fait. T'es obligé d'être dans une démarche... tu peux pas mentir. Parce que si tu veux t'améliorer, t'es obligé d'être... de te confronter avec qui tu es au moment de commencer le reboot camp pour savoir où tu vas ensuite et ce que tu veux devenir, tu vois, quel démon tu veux affronter, tu vois. Donc tout le monde est dans cette démarche-là et même les plus... moi en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être qu'au début, il y en a qui sont moins à l'aise à se livrer ou même juste à parler parce qu'on se connaît pas, parce qu'en plus c'est via un écran, je trouve que c'est pas toujours évident. Et mais tout de suite, en fait, il suffit de un qui ose parler, qui ose dire les choses et ça libère tout de suite les autres. En fait, ceux peut-être qui seraient moins... Moi, en tout cas, j'ai senti dans mon groupe que
il y avait des peut-être plus timides, plus réservés, et qui avaient peut-être de la peine à se livrer sur par exemple, s'ils étaient un peu moins sportifs, genre, genre les pompes, c'était dur, un truc comme ça, hein, ou d'autres choses. Ils le gardaient un peu, ils n'osaient pas le dire tout de suite, mais dès que, par exemple, moi, je me suis dit, j'y vais carte sur table, je balance ma vision du RC, ma vision de comment j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même, en fait. Et puis ce que j'attends aussi des autres de mon groupe. Et ça, tout de suite, ça libère un peu les paroles. Tout le monde se dit, ok, il admet aussi que lui, il est plutôt comme ça, que il part... j'essaie de trouver un exemple concret, mais... parce que... Un exemple qui me concerne, peut-être pas directement, mais plutôt... si tu veux arrêter de fumer, mais que tu as de la peine à admettre que parce que tu es déjà plus ou moins en train d'essayer, mais tu as de la peine, tu retombes un peu dedans. Après, il faut s'admettre déjà à soi qu'on est encore sous l'emprise de cette addiction. Et puis après, c'est déjà tellement dur à s'accepter par rapport à ça. Derrière... On préfère dire qu'on s'en fout et que ouais, non, la cigarette, c'est pas important pour moi, je vais continuer à fumer pendant le reboot. C'est ça. Plutôt que d'admettre que j'aimerais bien arrêter de fumer, mais je m'en sens pas assez fort. C'est ça. Mais paradoxalement, les gens te respectent plus quand tu reconnais ta faiblesse, parce que l'authenticité, ils valorisent. Il y avait un truc, une question ou peut-être une remarque que je voulais faire. Ah oui, c'est... Toi, du coup, t'as eu l'impression que t'as eu assez de facilité à t'ouvrir et à dire pourquoi t'étais là, en fait, ce sur quoi tu voulais bosser, ainsi de suite. Moi, je pense que... Ben, Aki. Oui, il demande à sortir. Je pense que souvent... tu sais, les gens, moi, en tout cas, je me souviens, j'avais été surpris dans un de mes groupes, c'était pendant la version alpha, le tout premier reboot camp que j'avais fait. Parce qu'il y a un mec qui, tu voyais, il était grand, genre tu comprenais, il était grand, il était balèze, il ressemblait à, imagine Orlando Bloom, donc vraiment très beau gosse, tu vois, genre un regard, il était très beau le mec. Ouais. Et une voix grave, vraiment il était hyper stylé. C'était le mec, t'as l'impression trop classe, tu vois, il s'appelait Gaël, big up à toi Gaël. Et genre on arrive dans l'appel et tout, et tout le monde se présente, et lui il dit rien au début. Et c'est seulement dans les derniers, du coup, qu'il a commencé à parler. Et en fait, c'était ouf de voir que, en fait, quand tu vois ce mec, tu te dis, putain, il est ultra stylé, le gars. Ouais. Et t'as trop envie d'être lui. Tu te dis, putain, si j'étais lui, mec, ma vie, elle serait trop stylée. Et en fait, quand il parle de sa vie, tu vois un mec ultra humble, ultra normal, qui lui aussi, il a ses doutes et ainsi de suite. Et en fait, de voir ça, tu te dis, putain, en fait, ça fait relâcher la pression. Parce que des fois, tu vois d'autres mecs, et tant qu'il y en a pas un qui a dit, écoutez, vas-y, moi je suis comme ça, tu vois. Et t'as une pression et tu te dis, ouais, il faut que je sois stylé ou un truc dans le genre. Et je pense que si moi j'avais été dans ton groupe et j'avais eu un gars comme toi qui commence à prendre la parole et qui dit, voilà, moi je suis là parce que, en gros, là-dessus je fais de la merde, ça j'aime bien, j'aimerais un peu plus pousser et ainsi de suite. Tu dis, vas-y, go, je vais dire aussi où j'en suis et puis on va avancer, tu vois. C'est ça, clairement, j'étais en mode, je reviens de 2 ans où je sais pas quoi faire de ma vie, où j'essaie de trouver, où clairement je suis pas forcément fier de tous mes choix de vie. Et j'essaie de me reconstruire et j'en suis là. Ouais. Et le reboot va m'aider à ça. Et c'est ça que j'annonce. Et puis après, je leur dis, voilà, ça fait quand même un petit moment. J'étais déjà un peu en train de me reprendre en main avant le reboot. Tu vois, par exemple, ce qu'on retrouve dans le tracker en routine matinale, faire des pompes, douche froide, ça, je faisais déjà depuis un petit moment, tu vois. Le matin, je me levais, je faisais mes pompes, je faisais une douche froide. Je faisais des exercices de respiration aussi, tu vois. J'avais une petite routine qui te remet un peu sur le... Du coup, t'étais chaud sur le tracker, sur les habitudes, tout ça. Ouais, du coup, c'était un peu plus facile à ce niveau-là pour moi. Et derrière, du coup, je leur ai annoncé le truc en mode... voilà, moi, je suis dans une phase de responsabilisation de moi, de ma vie. Je veux vraiment la faire prendre un sens... une pente ascendante. Et donc, pour moi, ça passe par ces valeurs-là et je veux qu'on se booste tous par rapport à ça. Et pour moi, ça passait par, ok, on se responsabilise, donc le tracker, il n'y a pas d'excuse en fait. En fait, peu importe ce qu'on fait, il n'y a pas d'excuse. Je dis pas que je vais taper sur l'autre, tu fails, c'est ok, mais il n'y a pas d'excuse. On assume tous et on dit les choses, tu vois. Je pense que j'ai un peu posé les bases comme ça. Et ça, je sais pas après si c'est ça qui a aidé peut-être à certains à s'ouvrir ou pas. Peut-être que ça a fait aussi, je pense, avant le call, où j'étais déjà un peu dans cette dynamique-là par message. Et je pense que là, le message est peut-être un peu moins passé dans le sens où ça donnait l'impression que je culpabilisais les autres. Mais du coup, le fait de pouvoir être par téléphone, par appel vidéo,
et de pouvoir vraiment exprimer ça et de pouvoir aussi pas juste montrer le côté un peu intransigeant, mais le côté où je me livre et que j'explique la dynamique. Ça a libéré aussi tout le monde. Et tu vois, c'est là où je pense que c'est important d'être dans cette démarche hyper bienveillante avec soi et donc avec les autres, et authentique, surtout authentique, parce que derrière, si je l'avais pas été, ils auraient juste retenu la partie hyper intransigeante de moi, et en gros, tu peux pas connecter, et puis ça crée des résistances dans le groupe, tu vois. Complètement. Ce qui est dommage, mais naturel. Parce que quand t'as un mec qui te dit vas-y, à partir de maintenant, on fait toi 200%, moi, je vois comment un mec peut se dire non, tu vois, et du coup, tu... en plus, derrière, si je venais... le gars, par exemple, il y en a un dans notre groupe, les 3 premiers jours, il était presque aux abonnés absents. Et derrière, après, il est revenu et puis il se trouvait plein d'excuses et tout. Et j'étais en mode non, il n'y a pas d'excuses en fait. Et derrière, je pense que ça l'a peut-être un peu braqué au début. Et le fait qu'on ait pu en parler à la fin de la semaine, ça a aussi libéré le truc. Tu vois. Et je pense qu'ils ont compris ma démarche et comme j'ai dit, de nouveau, je leur ai montré que j'étais pas juste un robot qui faisait 100% au tracker et puis, et puis c'est tout. Je pense que c'est un peu aussi, comme on en parlait, avec ta relation avec ta copine. Le fait d'être exigeant vis-à-vis de quelqu'un, c'est de dire, en fait, je crois en toi autant que je crois en moi ou que je crois en n'importe qui. Genre, si moi je peux le faire ou si lui il peut le faire, je pense aussi que toi tu peux le faire. Donc, si je vois que tu le fais pas, forcément ça m'énerve parce que je pense pas que t'es moins bon que lui. Absolument. Tu vois, donc quand t'as un mec qui, entre guillemets, galère, c'est une forme de respect vis-à-vis de lui que d'aller lui dire, mec, tu vaux mieux que ça. Tu vois. Hyper intéressant. Ouais, et puis j'en attends autant de l'autre, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que je vais être exigeant avec moi, je vais poser des standards, mais j'attends de l'autre qu'il me renvoie ça aussi, qu'il me le rende. Je clash pas juste pour clasher quelqu'un. C'est vraiment cette idée d'exigence. Parce que pour moi, comme je t'ai dit avant, la bienveillance, ça passe par l'exigence. Tu dois être exigeant avec quelqu'un. Pour moi, par exemple, un parent qui a, je sais pas, un enfant qui est en surpoids ou même à l'âge adulte, tu vois, ou qui a des problèmes d'alcool ou peu importe. Je prends ces exemples-là parce qu'ils sont parlants. En fait, de dire c'est ok comme tu es, pour moi, ça, c'est pas de la bienveillance. Pour moi, être bienveillant, c'est avoir cette exigence de dire, pas pour juger, pas pour dire t'es qu'une merde, t'es obèse ou etc. C'est te dire tu es obèse, c'est comme ça. Et t'as fait des choix de vie qui t'ont mené à ça, c'est ok. Maintenant, viens, on avance. Viens, je te pousse un peu aussi pour que tu te sentes mieux en fait. Parce que selon moi, le mieux, il est pas, enfin là où tu vas t'épanouir le plus, il est pas dans le fait que tu restes obèse, tu vois, ou alcoolique ou peu importe, tu vois. Et souvent, on confond, je trouve actuellement, on confond énormément laxisme et bienveillance. Et dès que t'es exigeant, on te prend pour quelqu'un de dur et de méchant finalement. Alors que non. Et c'est marrant parce que je l'applique dans mon coaching aussi, où je suis très exigeant avec les gens qui viennent s'entraîner, qui viennent se faire coacher. Et par exemple, je vais vraiment être attentif aux petits détails qui font la différence. Et certaines personnes, juste parce que je leur dis non, là ce que tu fais c'est pas ok, juste sois honnête avec toi, ça rentre trop en dissonance avec la manière dont je pense la plupart des gens on s'adresse trop de manière politiquement correcte les uns des autres. Et du coup ça fait que dès qu'on est honnête et un peu plus direct, ça ébranle un peu les gens. Et donc, ça divise un petit peu. Mais moi, ça me va d'aller dans ce discours-là parce que je veux être d'abord bienveillant avec les gens. Il y a des gens, en fait, c'est aussi exactement ce qu'il leur faut. Il y a des gens, exactement. Justement, ils attendent que ça. Ils attendent juste d'avoir quelqu'un qui leur dise qui leur mette un peu une claque, tu vois. Parce que ce que j'appelle des claques de bon fonctionnement, c'est ça. Ah, ok, yes. C'est même pas... D'ailleurs, je l'ai piqué de Guillaume Guillou, un coach français qui fait du très bon contenu et qui est vraiment pour l'antifragilité, l'antimédiocrité, et donc assez inspirant à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que je pense que oui, il y a des gens qui ont besoin, pour répondre à ce que tu disais, il y a des gens qui ont besoin de cette brutalité pour les remettre sur le droit chemin. Mais je pense que l'exigence, elle est vraie pour tout le monde. Tout le monde en a besoin. C'est juste après, il faut trouver la bonne manière.
la bonne manière d'amener la chose. Parce que si je viens vers ma cousine qui est en surpoids, obèse largement, tu vois, et que je viens et que je lui dis t'es qu'une merde, vas-y, fais une des grosse pompes. vache, vas-y fais des pompes, exactement. Bien sûr. Ça risque de ne pas passer. Ça peut Bien marcher sûr. avec certains, ça leur fait du bien, mais je pense que ça veut pas dire que je dois du coup laisser faire. Ça veut juste dire que je dois trouver la bonne approche, mais je suis toujours dans cette dynamique d'exigence. Complètement, mec. Et de responsabilisation. C'est vrai. C'est pour ça que mes 3 motos, c'est responsabilité, exigence, résilience. Voilà. Très propre, mec. Bah, j'aurais bien voulu terminer le podcast là-dessus, surtout que ça fait longtemps qu'on C'est parle. vrai. Mais en fait, on a encore des choses. Enfin, moi, je voulais parler de la suite. Enfin, après le premier reboot camp de 2024. Ouais. Il y a eu la rencontre qu'on a faite ici à Barcelone. Ouais, ça c'était assez dingue parce que ça concrétise vraiment tout ce que tu fais en ligne. Tu connectes avec des gens, tu te mets sur une pente ascendante, mais cette connexion, elle se matérialise vraiment dès qu'on se voit vraiment en direct. Et à Barcelone, en plus, tu as cette énergie, il y a plein de mecs qui arrivent, qui débarquent, qui sont trop chauds, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Tu connaissais qui, toi, au moment de la première rencontre? Il y a des gens que tu as reconnus, genre tu les as vus pour la première fois et tu les as reconnus. Il y avait des gens de ton groupe qui étaient venus? Putain, laisse-moi réfléchir. Il y avait qui de mon groupe? Parce que t'as eu 2 groupes aussi, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que j'essaie de réfléchir. De mon groupe, je crois qu'il y avait personne qui était venu à Barcelone. Je crois que La j'étais le première seul. fois. Ouais, j'étais le seul. Mais Ok. par contre, il y en avait 2-3 que j'avais pu observer via des lives qu'on avait fait ou que forcément t'échanges dans ces 6 mois. Dans ces 6 mois, wow. Dans ce premier mois, c'est 4 à 6 semaines. Ça Ouais. dépend T'avais du pris format. quelle formule, toi? Moi, j'avais pris 4 semaines. Un mois. Ah, t'avais pris Le recul? premier, ouais. Je me suis dit, c'est mon premier. Ouais. Je prends le level 1 et le prochain, je prendrai level 2, pourquoi pas. Ok. Généralement, les plus chauds, c'était les soldats, mec. Ah ouais? Ouais, c'était marrant de voir ça. J'ai vu que les vétérans, des fois, j'ai eu l'impression que c'était des mecs qui n'étaient pas forcément hyper chauds, mais c'était des mecs qui se disaient... Des fois, il y avait des mecs très chauds chez les vétérans. Ouais. C'était, je pense, les plus chauds, limite, c'était les vétérans. Ok, Ils ouais. avaient une formule où c'était sur 2 mois, et puis... Ouais. Mais souvent, chez les soldats, il y avait beaucoup de mecs chauds, c'était le plus constant, c'était des mecs qui étaient motivés, ils voulaient Ouais, je juste pense pas que prendre j'ai le peut-être truc... plus connecté avec des gens comme ça, du coup. Ok. Parce que ouais, je me suis chauffé. Ouais. Comme je te parlais de l'histoire de la responsabilité, 3 jours après que j'ai commencé le reboot camp, je me fracture la main, j'ai la main dans le plâtre. Et pas de chance, on doit faire des pompes pendant la majorité du reboot, beaucoup de pompes. Ouais. Et de nouveau, j'étais en mode, si je veux être cohérent, et enfin, je me suis même pas posé cette question-là, tu vois, d'être cohérent, mais cette histoire de responsabilité, elle est en mode, je me suis pété la main, je peux rien y faire, mais ça va pas m'empêcher de taper des pompes. Donc je me suis retrouvé à taper des pompes à une main, à aller me faire des bains froids. Fallait qu'il y avait un défi à aller faire un bain froid. Ouais. On s'était chauffé avec plusieurs qui habitaient pas loin de chez moi. Donc j'étais avec mon plâtre comme ça, Avec la tête dans l'eau. la tête dans l'eau, le juste plâtre, qu'il ouais. fallait pas que je foute dans l'eau, enfin tu vois. Ouais, je me souviens. Donc on a toujours le choix en fait. Ouais. Et voilà, c'est toutes ces choses que le reboot en fait, en tout cas, moi ça m'a amené sur des situations où je dois faire des pompes, je me suis pété la main, il faut assumer, tu vois. Okay. Et oui, tu peux l'apprendre. J'aurais pu apprendre cette leçon dans la vie de tous les jours, mais le reboot, il te fait un peu ce truc accéléré, tu vois, parce que tu es dans cette démarche à fond de responsabilisation, tu vois, de toi. Parce que finalement, c'est un peu ça le point de départ. C'est que tu veux te responsabiliser, si c'est pas déjà le cas, tu veux te responsabiliser davantage. Je pense que c'est intéressant, maintenant que tu le dis, genre pour faire un lien avec l'armée, j'ai l'impression que c'est limite, là où à l'armée, il y a quelqu'un qui va te forcer à le faire, dans le reboot camp, en fait, c'est toi qui dois te forcer à le faire. T'es dans le cadre, mais en soi, tu peux très bien ne pas faire les trucs, tu vois. Mais plein de fois, tu vas faire face à des propres choix que tu peux faire toi-même. Genre, je pourrais ne pas faire mon lit ce matin et puis cocher la case sur mon tracker comme quoi j'ai pas fait mon lit. Et en fait, t'as tous ces choix quelque part que tu vas pouvoir faire. Tu pourrais faire de la merde. Mais en fait, c'est à chaque fois, toi, avoir la discussion honnête avec toi-même. Et si tu saisis chaque opportunité de faire le bon choix pendant ce mois-ci, mec, tu vis une bête d'expérience, mec. Ouais, 100%. 100% si tu te responsabilises, tu changes ta vie, en fait. Ouais. Et donc, et ça, c'est vrai, reboot par reboot, mais le reboot, il te donne ce cadre-là, en fait. Ces opportunités-là, tous les jours, à plusieurs moments de la journée, de te responsabiliser ou pas. Mais ouais, du coup, voilà, le reboot camp,
meilleur endroit pour se responsabiliser à mon sens, meilleure opportunité et pour connecter aussi. Ça c'est vrai qu'on en a pas assez parlé, mais vraiment tu connectes après avec des gens qui sont chauds, enfin qui ont envie de faire des choses en fait, qui ont envie d'améliorer, de vivre des expériences et ça aussi ça a pas de prix, tu vois. On arrive à se livrer plus facilement et en fait ça a construit des fondations solides, je pense, parce que je l'ai vraiment ressenti quand on a fait ce week-end tous ensemble là. Je l'ai de nouveau ressenti ce truc de... Genre à Barcelone ou quand t'es Non, parti quand on est allé en Normandie, Okay, après Barcelone, où on était bienveillants. Enfin, tu sens qu'on est cool, quoi, entre nous. Ok. On se dit les choses et dans la bienveillance. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je me suis senti assez bien avec plein de mecs qui font plein de choses différentes, finalement. Tu vois. On a tous des parcours de vie différents. Et ça, c'était vraiment... c'était un bon bloc qui s'est construit sur la première année 2024. Tu vois, c'était Nathan, il y avait Guillaume, il y avait Atis, comme je t'ai dit, Maxence, il y avait Clément. Et là, tu me dis lequel? Parce qu'il y en a 54. Celui qui m'a pété le pouce, c'est le poignet. Celui qui fait de la lutte. Non, Clément, le petit Clément. Le petit Clément. Ah, Clément. Celui qui est venu manger chez toi, qui putain, avait gagné. Ouais, bien sûr, Clément. J'ai fait chier avec mon nom de famille, là. Ouais, bref, Clément. Clément, je vois exactement le Clément qui court, qui a les lunettes et qui a 0 en amabilité. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Un super gars, d'ailleurs. Il y avait Nolan, que j'ai rencontré pour la première fois. Oh, tellement bon type aussi, franchement, mec. incroyable, ouais. Un super gars. Lui, je l'avais jamais vu, tu vois. Je sais même pas s'il était venu à Barcelone une fois. Mec, ça me choque. Des fois, il y a des mecs, ils me disent, ouais, tu connais lui? Non, jamais. Et je sais que s'ils se rencontraient, ils s'aimeraient trop. Et trop un bon gars, même si, de nouveau, tu vois, là, on était aussi une petite équipe, tu connectes pas à 100% avec la personne, c'est pas comme être... Là, t'as vu comme c'est le terme, Nolan. En fait, si tu veux, Nolan, c'est ouf parce que... Mais il est d'une douceur, tu vois, il est bienveillant, tu vois, il est comme ça. Ouais. Franchement, il est incroyable. C'est hyper cool, ouais, tous ces mecs. Bref, on était toute cette équipe et je pense qu'on a vraiment noué des liens très cool. Et j'encourage ceux qui participent au Reboot Camp d'alimenter ça, même si vous voyez pas tous les week-ends. Surtout que moi, j'habite en Suisse. Tous les autres, ils habitent à je sais pas combien de kills. Ouais. Mais de temps en temps, faire un truc. Ouais. Tu vois, là, c'était le premier vrai truc en dehors du reboot, du cadre du reboot directement. Et vraiment, tu nourris des liens de fou, en fait, avec des gens comme ça. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mec. Ouais. Content pour vous, les gars. Bon, je voulais juste prendre le temps de rallumer la caméra pour faire les adieux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour tout ce témoignage. Merci à toi. Merci de m'avoir écouté. Et voilà. T'as un mot de la fin que t'as envie de dire? Genre, je sais pas, mec. Franchement, juste osez et prenez vos responsabilités. Responsabilité, exigence, bienveillance.